bout du monde s'étend une immensité blanche, où le temps semble s'être arrêté. L'Antarctique, silencieux et indifférent, cache sous ses glaces millénaires des secrets que l'humanité peine encore à concevoir. Ce continent, isolé par des vents qui hurlent comme des siècles oubliés, n'a jamais livré toute son histoire. Sous ces kilomètres de glace sommeillent des paysages fossilisés, des traces de mondes disparus, peut-être même des réponses à des questions que nous n'avons pas encore osé poser. Ici, chaque fissure du sol est un témoignage d'un passé effacé, chaque anomalie une énigme que la science effleure sans la résoudre. Ce n'est pas un désert, c'est un livre scellé, dont les pages sont de glace et de silence, et que nous allons enfin tenter d'ouvrir. Il existe au bout du monde un lieu que l'humanité a longtemps refusé de croire réel, un territoire vaste comme un rêve oublié, blanc comme une mémoire effacée, si isolé qu'il semble flotter hors du temps. Ce lieu, c'est l'Antarctique, une immensité glacée qui défie notre compréhension, un royaume silencieux qui n'a jamais vraiment appartenu à l'histoire humaine. Pendant des millénaires, les civilisations ont dessiné des cartes du monde sans y faire figurer ce continent. Il n'existait que comme idée, une hypothèse née de l'équilibre. Les savants grecs, contemplant la symétrie de la Terre, imaginaient en une terre australe inconnue, une masse méridionale nécessaire pour contrebalancer les terres du Nord, mais ce n'était qu'un concept abstrait, un fantasme géographique. Nul ne soupçonnait alors que cette terre silencieuse cachait en réalité des secrets aussi anciens que la planète elle-même. Lorsque les premiers explorateurs se sont aventurés vers les confins du Sud, ils ont cru découvrir un simple désert de glace, mais ce qu'ils ont trouvé dépassait leur imagination. Au XIXe siècle, des expéditions menées par des marins russes, britanniques et français ont aperçu pour la première fois les falaises glacées du continent. Ce fut une rencontre brutale avec l'inconnu. Les navigateurs espéraient y trouver de nouvelles terres fertiles, mais ils n'ont vu que des murailles blanches s'étendant à perte de vue, des vents hurlants balayant un horizon figé, et un silence si profond qu'il semblait absorber le bruit même de leurs pensées. L'Antarctique ne se livrait pas, il se défendait. Il ne se laissait approcher que par ceux qui acceptaient de se perdre dans son immensité. Ce continent, pourtant, n'est pas seulement un désert de glace. Sous ces kilomètres d'épaisseur se cache un monde enfoui, une géographie secrète faite de montagnes plus hautes que les Alpes, de vallées plus profondes que tout ce que nous connaissons, et de lacs isolés depuis des millions d'années. Ces paysages cachés ne sont pas de simples curiosités géologiques. Ils sont les pages d'un livre ancien, conservant la mémoire de la Terre depuis ses origines. La glace elle-même est une archive. En forant profondément dans ses couches, les scientifiques extraient des carottes glaciaires qui contiennent des bulles d'air emprisonnées depuis des centaines de milliers d'années. Ces minuscules capsules sont autant de messages venus du passé, révélant la composition de l'atmosphère, les variations climatiques, les cycles naturels et les cataclysmes planétaires. Grâce à elles, nous savons que l'Antarctique n'a pas toujours été blanc. Il fut un temps où ce continent était couvert de forêts luxuriantes, où des fleuves serpentaient sous un ciel tempéré, où des créatures aujourd'hui disparues y prospéraient. Cette terre glacée que nous croyons stérile fut autrefois un paradis verdoyant. Puis le climat a changé, et la glace s'est avancée, lente et inexorable, jusqu'à recouvrir tout ce qui vivait. L'Antarctique est devenu un tombeau, un conservatoire silencieux de mondes disparus. Et dans ce silence, il garde encore des traces de ce qu'il fut. Mais ce n'est pas seulement le passé géologique qui fascine. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques détectent sous la glace des phénomènes qui défient leur compréhension. Des anomalies gravitationnelles suggèrent la présence de structures massives enfouies sous le continent, dont la nature reste incertaine. Dans certaines zones, les instruments enregistrent des signaux électromagnétiques inexplicables, comme si quelque chose sous la surface interagissait avec les champs terrestres. Des rayonnements cosmiques d'origine inconnue ont même été observés remontant depuis l'intérieur du continent vers l'espace, inversant tout ce que nous savons des particules à haute énergie. Ces découvertes ne sont pas des inventions sensationnalistes, elles sont réelles, documentées, et pourtant toujours sans explication claire. À mesure que la science avance, l'Antarctique révèle un autre aspect, presque philosophique, celui d'un miroir. Il reflète non seulement le passé de notre planète, mais aussi son futur. La glace polaire agit comme une mémoire vivante, enregistrant les changements climatiques sur des millions d'années. Sa fonte actuelle raconte l'histoire du dérèglement que nous avons déclenché.
L'Antarctique est un avertissement silencieux. Si la glace venait à disparaître entièrement, le niveau des mers s'élèverait de plusieurs dizaines de mètres, remodelant les continents, engloutissant des villes, redessinant le visage du monde. Ce qui semble figé et immuable pourrait devenir le moteur d'une transformation planétaire. Pourtant, malgré ces enjeux colossaux, l'Antarctique demeure absent de notre imaginaire collectif. Nous racontons des histoires sur les déserts brûlants, sur les jungles insondables, sur les montagnes sacrées. Mais le Sud glacé n'a pas de mythe. Il est trop lointain, trop silencieux pour nourrir des légendes populaires. Peut-être est-ce parce qu'il échappe à l'humain. Aucune civilisation ne s'y est développée, aucune cité ancienne n'y a été bâtie, aucune conquête n'y a été menée. C'est un lieu qui ne nous appartient pas, un espace qui se tient en dehors de notre récit. Et c'est précisément pour cela qu'il fascine autant. C'est un continent sans histoire humaine, et pourtant porteur de l'histoire de tout le reste. Aujourd'hui, moins d'1 millier de personnes vivent en permanence sur ce territoire. Des chercheurs venus du monde entier y étudient le climat, l'astronomie, la géologie et la biologie extrême. L'Antarctique est devenu un laboratoire à ciel ouvert, un sanctuaire scientifique protégé par un traité international signé en 1959. Ce traité interdit toute activité militaire, toute exploitation commerciale, toute revendication territoriale. Aucun autre endroit sur Terre ne bénéficie d'un tel statut. Il est comme un espace neutre, préservé de la logique de pouvoir qui domine le reste du monde. Mais cette neutralité elle-même soulève des questions. Pourquoi ce lieu est-il si important qu'il faille le garder inviolé ? Que recèle-t-il vraiment sous ces glaces pour mériter un tel isolement ? Certains y voient un simple symbole de coopération internationale. D'autres y lisent un signe que quelque chose là-dessous ne doit pas être perturbé. Car l'Antarctique n'est pas seulement un objet d'étude, c'est une énigme. Et les énigmes attirent tant les regards, attisent les théories, nourrissent les spéculations. Depuis des décennies, les récits les plus étranges circulent, des bases secrètes nazies enfouissent sous la glace, des vestiges d'anciennes civilisations, des structures artificielles d'origine inconnue. La science rejette ces histoires, mais elle ne peut nier que certaines zones sont effectivement interdites, que certains relevés sont classés, que certaines données ne sont jamais rendues le public. Peut-être n'y a-t-il rien d'extraordinaire derrière ces mystères, ou peut-être au contraire quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à affronter. Ce qui rend l'Antarctique si fascinant, c'est qu'il est à la fois connu et inconnu. Nous avons cartographié ses côtes, installé des stations de recherche, étudié sa glace au microscope. Et pourtant, nous n'avons exploré qu'une infime partie de ce qui se cache dessous. La majeure partie de ce continent reste inaccessible, protégé par des conditions extrêmes et par des kilomètres de glace. C'est un monde inversé. Nous connaissons mieux les surfaces de Mars ou de la Lune que les profondeurs de l'Antarctique. Et dans cette ignorance se trouve peut-être la plus grande promesse, celle d'une découverte qui pourrait tout changer, notre compréhension de l'histoire de la Terre, de la vie ou même de l'univers. Ainsi, l'Antarctique n'est pas simplement le continent oublié parce que nous l'avons négligé. Il l'est parce qu'il défie les cadres mêmes de notre pensée. Il ne se plie ni à notre histoire, ni à nos mythes, ni à nos ambitions. Il demeure impassible comme une mémoire vivante que nous n'avons pas encore su déchiffrer. Et c'est précisément pour cela que nous devons le regarder de plus près. Car au cœur de ce silence polaire, sous cette mer de glace, se trouve peut-être l'un des plus grands secrets de la Terre, un secret enfoui depuis des millions d'années, attendant patiemment que nous soyons prêts à le comprendre. Dans les profondeurs de ce continent immobile se cache plus qu'un paysage, un message. Et pour le lire, il nous faut avancer plus loin, vers les zones que nul n'a encore foulées, là où les premières explorations ont commencé à percer le mystère et où l'inconnu nous attend encore. Bien avant que l'Antarctique ne soit une destination scientifique, il fut une obsession géographique. Pendant des siècles, des esprits curieux, des navigateurs téméraires et des rêveurs obstinés ont tenté d'imaginer ce qui pouvait bien se cacher au-delà des océans australes. Dans l'Antiquité, les philosophes grecs supposaient en l'existence d'une terre méridionale pour équilibrer le globe. Cette idée, née de la logique plutôt que de l'observation, façonna les cartes médiévales et les récits des premiers explorateurs. Mais elle resta longtemps un mythe, une silhouette brumeuse dessinée à la périphérie du monde connu. Il fallut attendre l'ère des grandes explorations pour que ce mythe commence à prendre forme. À la fin du XVIIIe siècle, les marins européens, mus par l'esprit d'expansion et de curiosité, commencèrent à s'aventurer plus loin vers le sud qu'aucun être humain ne l'avait jamais fait. Le capitaine James Cook,
Lors de ses voyages entre 1772 et 1775, franchit pour la première fois le cercle polaire antarctique. Il n'aperçut jamais le continent, mais son navire fendit les eaux glacées d'un monde nouveau. Dans son journal, il décrivit une mer parsemée de gigantesques icebergs, un univers silencieux et dangereux qui semblait sans vouloir repousser toute intrusion. Cook conclut qu'aucune terre habitable ne pouvait exister là-bas, et que si un continent existait, il était condamné à rester caché sous la glace éternelle. Mais les hommes ne s'arrêtèrent pas à ce constat. La curiosité était plus forte que la peur. Au début du XIXe siècle, l'expédition dirigée par les Russes Padre Fabian Gottlieb von Bellingshausen et Mikhail Lazarev franchit de nouveau les glaces. En janvier 1820, ils aperçurent pour la première fois les rivages de l'Antarctique sans le savoir vraiment. Il venait champ de confirmer que le continent existait. Quelques jours plus tard, les Britanniques Edward Bransfield et William Smith, puis l'Américain Nathaniel Palmer, firent à leur tour des observations similaires. L'existence de la mystérieuse Terra Australis n'était plus une simple hypothèse, elle était désormais une certitude. Ces premières visions du continent étaient fragmentaires, presque fantomatiques. Les explorateurs apercevaient des falaises blanches et des étendues glacées sans fin, mais ils ne pouvaient y accoster. Les conditions météorologiques, la présence de banquises massives et l'absence de ports naturels rendaient toute tentative d'approche périlleuse. L'Antarctique restait un continent insaisissable, comme si la Terre elle-même refusait de livrer son secret. Pourtant, ce défi ne fit qu'attiser la détermination humaine. Dans les décennies suivantes, l'exploration se transforma en une course silencieuse entre nations. La Grande-Bretagne, la France, la Norvège et les États-Unis envoyèrent à leurs navires vers le sud. Chacune de ces missions était motivée par un mélange d'ambition scientifique, de prestige national et de fascination pour l'inconnu. En 1840, l'expédition française dirigée par Jules Dumont d'Urville découvrit une partie du littoral qu'il baptisa Terre Adélie, du nom de son épouse. Dans le même temps, l'Américain Charles Wilkes cartographiait une longue portion de la côte orientale, apportant les premières preuves concrètes que l'Antarctique était bien un continent et non un simple amas de glace flottante. Mais c'est l'expédition menée par James Clark Ross entre 1839 et 1843 qui marqua un tournant. Ross découvrit la Grande Mer de Ross ainsi que les volcans Erebus et Terror, non empruntés à ses navires. Ces découvertes bouleversèrent dans la perception que l'on avait de l'Antarctique. Ce n'était plus une simple masse glacée, mais une terre vivante, géologiquement active, pleine de contrastes et de mystères. Pourtant, malgré ces avancées, le cœur du continent restait inaccessible. La banquise côtière, épaisse et mouvante, formait une barrière infranchissable. L'Antarctique demeurait une énigme impénétrable. Le tournant du XXe siècle marqua l'entrée dans une nouvelle ère, celle des expéditions terrestres. Il ne s'agissait plus seulement de longer les côtes ou de dresser des cartes. Il fallait maintenant poser le pied sur cette terre silencieuse et l'explorer de l'intérieur. Ce fut l'époque héroïque de l'exploration antarctique, une période où des hommes décidèrent de risquer leur vie pour atteindre ce que personne n'avait jamais atteint. L'un des plus célèbres fut le Norvégien Roald Amundsen. En 1911, après des mois de préparation, il mena une expédition audacieuse depuis la barrière de Ross jusqu'au pôle sud géographique. Il atteignit ce point mythique le 14 décembre, plantant le drapeau norvégien dans un paysage d'un blanc absolu. Son rival britannique, Robert Falcon Scott, arriva quelques semaines plus tard. Épuisé par les conditions extrêmes, Scott mourut sur le chemin du retour, laissant dans son journal des mots qui résonnent encore comme une tragédie. « Nous avons fait de notre mieux, mais le froid a eu raison de nous. » Ces hommes étaient animés d'un mélange de curiosité scientifique et de quête de gloire, mais aussi d'une forme de respect presque sacré pour ce territoire, car chaque pas sur la glace était un dialogue avec l'inconnu. Chaque tempête, chaque crevasse, chaque jour de nuit polaire rappelait l'humilité que l'homme doit éprouver face aux forces de la nature. L'Antarctique n'était pas un lieu que l'on conquiert, c'était un monde que l'on apprivoise lentement, avec patience et silence. Malgré les sacrifices, les découvertes se multiplièrent. Les explorateurs cartographièrent dans les terrains des chaînes de buissons de montagne, repérèrent ensemble des plateaux de glace d'une taille inimaginable, découvrirent enfin des fossiles qui témoignaient d'un passé tropical. Ils réalisèrent aussi que le continent jouait un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial, influençant les courants océaniques et les vents dominants.
L'Antarctique n'était pas une terre lointaine et inutile, il était un cœur battant de la planète. Aujourd'hui encore, ces premières explorations continuent d'influencer notre perception du continent. Elles sont le témoignage d'une époque où la science et l'audace marchaient main dans la main, où l'inconnu n'était pas un obstacle mais un appel. Elle nous rappelle que ce qui était caché ne l'est pas pour toujours, et que les secrets les plus profonds de la Terre se révèlent à ceux qui savent attendre, écouter et persévérer. Pourtant, même après ces grandes expéditions, l'Antarctique n'a pas livré tous ses mystères. La plupart de ses secrets dorment toujours sous des kilomètres de glace, hors d'atteinte de nos instruments. Et ce sont précisément ces zones inexplorées qui suscitent aujourd'hui les plus grandes interrogations. Car sous la surface gelée se trouvent se trouvent des paysages que nul n'a jamais vus, des écosystèmes isolés depuis des millions d'années, peut-être même des traces d'événements que l'histoire a oubliés. C'est vers ces profondeurs que la recherche moderne se tourne désormais. L'exploration n'est plus seulement géographique, elle est scientifique, biologique, géologique. Elle cherche à comprendre ce qui se cache sous la glace, dans les profondeurs liquides et obscures des lacs subglaciaires, dans les roches anciennes qui ont survécu à toutes les extinctions. Et au cœur de ces recherches, un lieu attire particulièrement l'attention. Un océan prisonnier de la glace depuis des millions d'années, une mer cachée qui pourrait bien contenir certaines des réponses les plus fascinantes sur l'histoire de notre planète. C'est là que nous irons maintenant, dans les entrailles glacées de l'Antarctique, là où le lac Vostok attend, silencieux, que l'on déchiffre son secret. Sous les kilomètres de glace qui recouvrent l'Antarctique se cache un monde que peu d'esprits auraient imaginé. Un monde ancien, isolé, étranger même à la lumière du soleil. Parmi les plus grandes énigmes de ce continent se trouve un lieu que les scientifiques considèrent comme l'un des environnements les plus extraordinaires de la planète, le lac Vostok. Ce nom, à lui seul, évoque le mystère et l'inconnu. Il désigne un immense réservoir d'eau liquide, enfoui à près de 4 km sous la calotte glaciaire, coupé du reste de la biosphère terrestre depuis des millions d'années. Découvert par hasard dans les années 1990, grâce aux relevés radars soviétiques et britanniques, le lac Vostok a bouleversé la compréhension que nous avions de l'Antarctique. Avant cette découverte, on pensait que tout sous la glace n'était qu'un désert minéral figé. Mais les données révélèrent l'existence d'une masse d'eau gigantesque, longue de plus de 250 km et profonde de près d'1 kilomètre. Sa taille est comparable à celle du lac Ontario. Pourtant, il ne gèle pas. Il demeure liquide malgré le froid extrême, grâce à la pression colossale exercée par la glace au-dessus de lui et à la chaleur géothermique qui émane des profondeurs de la Terre. Ce lac est plus qu'une simple curiosité géologique. C'est une capsule temporelle. On estime qu'il est isolé depuis au moins 15 millions d'années, peut-être davantage. Cela signifie que tout ce qui vit ou repose en son sein évolue dans un environnement qui n'a pas été perturbé depuis l'époque où les continents avaient une autre forme, où des forêts luxuriantes couvrirent les pôles, où les ancêtres des mammifères modernes commençaient à peine à se répandre. Dans les eaux obscures du Vostok, le temps s'est arrêté. Mais que peut bien contenir un tel lieu ? C'est la question qui hante les scientifiques depuis sa découverte. Lorsque les premières tentatives de forage ont été entreprises par les équipes russes dans les années 1990, elles ont dû faire preuve d'une prudence extrême. Percer la barrière de glace signifiait risquer de contaminer l'écosystème isolé du lac avec des micro-organismes modernes ou d'introduire des produits chimiques utilisés dans le forage. Pendant des années, le travail s'est donc limité à approcher progressivement la surface liquide, sans jamais la percer complètement. Ce n'est qu'en 2012 que les chercheurs ont réussi à atteindre la couche supérieure de l'eau, prélevant les premiers échantillons d'un monde clos depuis l'aube de l'histoire. Les résultats furent fascinants et déroutants. Les analyses révélèrent la présence de traces d'ADN appartenant à des micro-organismes inconnus. Certains semblaient liés à des bactéries modernes, d'autres n'avaient pas de correspondance connue. Cela suggérait qu'une forme de vie avait pu évoluer indépendamment dans ce lac isolé, développant des caractéristiques uniques adaptées à des conditions extrêmes, obscurité totale, pression écrasante, absence de nutriments classiques. Ces découvertes relancèrent les débats sur la résilience de la vie et sa capacité à s'épanouir dans les environnements les plus hostiles. Le lac Vostok n'est pas seulement un laboratoire naturel pour comprendre la vie terrestre, il est aussi une fenêtre vers d'autres mondes. Les scientifiques qui l'étudient pensent souvent aux lunes glacées de notre système solaire, comme Europe autour de Jupiter ou Encelade autour de Saturne.
Sous leur croûte gelée, on soupçonne l'existence d'océans liquides, chauffés par des forces internes et potentiellement habitables. Le lac Vostok, en ce sens, est une analogie terrestre précieuse. Il nous permet d'imaginer à quoi pourrait ressembler la vie dans ces océans extraterrestres. Si des micro-organismes ont pu survivre et évoluer dans l'obscurité totale du Vostok pendant des millions d'années, pourquoi n'en serait-il pas de même ailleurs dans l'univers? Pourtant, malgré l'enthousiasme, une part de mystère persiste. Le lac Vostok ne se livre pas facilement. Chaque mètre foré est un défi technique, chaque échantillon une énigme. Les scientifiques ne savent de toujours pas si des formes de vie plus complexes pourraient s'y cacher, ni si les interactions chimiques de son écosystème sont semblables ou radicalement différentes de celles que nous connaissons. La structure même du lac soulève des questions. Certains indices suggèrent qu'il pourrait être divisé en plusieurs bassins isolés, chacun abritant peut-être des conditions distinctes. D'autres relevés laissent penser qu'il pourrait être relié à un réseau souterrain d'autres lacs, formant un immense système hydrologique caché sous la glace. Cette idée ouvre des perspectives vertigineuses. Si un tel réseau existe, il pourrait constituer le plus ancien système d'eau liquide de la planète, un vestige direct d'époques géologiques disparues. Cela signifie aussi que la vie, si elle existe dans le lac Vostok, pourrait circuler à travers ce système souterrain, créant un écosystème vaste, invisible et pourtant bien réel. C'est une hypothèse qui change notre conception de la biosphère terrestre. Elle suggère que la vie ne se limite pas aux surfaces éclairées par le soleil, mais qu'elle peut prospérer dans les recoins les plus reculés, nourrie par des processus chimiques que nous ne comprenons pas encore entièrement. Le lac Vostok porte également une signification symbolique. Il incarne l'idée que certaines vérités ne peuvent être atteintes qu'avec patience et humilité. Il nous rappelle que, malgré notre technologie et nos ambitions, la nature conserve toujours des secrets qui échappent à notre compréhension. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est peut-être qu'un fragment d'une histoire bien plus vaste, écrite dans l'obscurité de ces eaux silencieuses. Mais cette histoire est aussi porteuse d'avertissements. Le simple fait d'accéder à ce lac a montré à quel point nos actions peuvent perturber des systèmes restés intacts pendant des millions d'années. Les échantillons prélevés ont soulevé des inquiétudes sur une possible contamination. Même infime, une intrusion humaine pourrait suffire à bouleverser un équilibre fragile. C'est pourquoi les prochaines explorations seront menées avec une prudence redoublée, en utilisant des technologies propres conçues point lama pour minimiser tout impact. La question n'est pas seulement de savoir ce que nous pouvons apprendre du lac Vostok, mais aussi si nous avons le droit d'interférer avec un monde qui a prospéré sans nous. Dans le silence de ce lieu clos, il est possible que se cachant des réponses fondamentales sur les origines de la vie, sur sa persistance, sur ses capacités d'adaptation. Peut-être même sur la nature de la Terre elle-même, car ce lac n'est pas une anomalie isolée. Il est un élément d'un puzzle plus vaste. Plus de 400 lacs subglaciaires ont été identifiés sous l'Antarctique, chacun avec son propre écosystème potentiel, chacun gardant une partie de l'histoire de notre planète. Ensemble, ils forment une archive vivante, une mémoire liquide que nous commençons à peine à explorer. Le lac Vostok est ainsi bien plus qu'un simple corps d'eau. Il est un portail vers le passé et peut-être un miroir du futur. Il nous rappelle que la Terre n'a pas livré tous ses secrets, que sous ses surfaces les plus hostiles se cachent encore des mondes inconnus. Il nous invite à repenser ce que nous croyons savoir sur la vie, sur le temps et sur la fragilité des frontières qui séparent l'évident de l'invisible. Dans les prochains chapitres de notre exploration, nous irons plus loin encore. Car si le lac Vostok est une énigme, il n'est qu'un fragment d'un mystère bien plus vaste. L'Antarctique, ce continent silencieux, ne se contente pas d'abriter des paysages cachés. Il est aussi le théâtre de phénomènes qui défient toute notre compréhension, des signaux que la science peine à interpréter. Ce sont ces anomalies, étranges et persistantes, que nous allons maintenant explorer, à la frontière entre la science et l'inexpliqué. Sous l'apparente immobilité des glaces, l'Antarctique n'est pas seulement un continent de silence et d'oubli, il est aussi un lieu d'étrangeté. Des phénomènes qui défient les modèles établis, des observations qui déroutent les chercheurs, des signaux qui semblent surgir d'un autre ordre de réalité. Au fil des décennies, ce territoire isolé a livré à la science une série d'anomalies qui ne s'expliquent pas facilement et qui peut-être ne s'expliqueront jamais complètement. L'Antarctique est ainsi devenu bien plus qu'un laboratoire naturel. C'est une frontière entre ce que nous savons et ce que nous pressentons seulement. Parmi les phénomènes les plus troublants, certains sont venus littéralement d'en dessous.
Depuis la fin du XXe siècle, les satellites qui scrutent la surface terrestre ont détecté sous les glaces des anomalies gravitationnelles qui ne correspondent pas à la structure géologique connue. Ces variations dans l'intensité de la gravité suggèrent la présence de masses denses enfouies profondément sous la calotte. Leur nature reste débattue. Certains scientifiques y voient d'anciens reliefs montagneux écrasés par les glaciations successives, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un gigantesque cratère d'impact. Une hypothèse encore plus déroutante évoque une structure artificielle d'origine inconnue, non pas au sens de construction extraterrestre, comme le fantasment les récits populaires, mais plutôt d'une formation créée par un événement géologique que nous ne comprenons pas encore. Quoi qu'il en soit, cette masse enfouie, située sous la Terre de Wilkes, reste l'un des grands mystères de la géophysique moderne. Plus déroutants encore sont les phénomènes détectés dans les cieux antarctiques. Depuis plusieurs années, un instrument nommé ANITA, suspendu à un ballon stratosphérique, scrute les particules cosmiques qui bombardent la Terre depuis l'espace profond. La plupart de ces particules sont bien connues, elles arrivent de l'extérieur, traversent l'atmosphère et interagissent avec le sol. Mais à plusieurs reprises, Anita a détecté quelque chose qui ne devrait pas exister. Des particules d'énergie extrêmement élevées semblant émerger de l'intérieur de la Terre pour s'échapper vers l'espace. Ces événements, appelés neutrinos Tao inversés, sont rares mais leur existence défie les lois actuelles de la physique des particules. Selon nos modèles, de telles particules ne devraient pas pouvoir traverser toute l'épaisseur de la planète sans être absorbées. Et pourtant, elles apparaissent comme si elles provenaient d'un autre côté de la réalité. Ces observations ont ouvert la porte à toutes sortes d'hypothèses. Certains chercheurs suggèrent que nous sommes peut-être en présence d'une forme encore inconnue de particules subatomiques, ce qui bouleverserait notre compréhension de l'univers. D'autres avancent contre des scénarios plus audacieux, comme l'existence d'interactions venues d'un univers miroir ou la manifestation d'une physique qui ne se produit qu'à des énergies colossales. Il ne s'agit pas de science-fiction. Ces hypothèses, bien que spéculatives, sont prises longtemps au sérieux dans les cercles scientifiques. Car lorsqu'un phénomène observé ne s'aligne sur aucun modèle existant, c'est souvent le signe que quelque chose de fondamental nous échappe. Ce n'est pas la seule fois que l'Antarctique semble émettre des messages étranges. Dans certaines régions du continent, notamment près du pôle sud magnétique, des anomalies électromagnétiques persistantes ont été enregistrées. Des champs oscillants, des signaux répétitifs, des variations de fréquences que l'on ne peut attribuer ni à des interférences humaines, ni à des phénomènes atmosphériques connus. Ces anomalies intriguent d'autant plus qu'elles semblent parfois corrélées à des mouvements profonds de la glace ou à des changements géologiques sous-jacents. Cela laisse entrevoir l'existence de processus encore méconnus dans l'interaction entre la géologie, l'atmosphère et le magnétisme terrestre. Certains pensent que ces signaux sont les échos d'activités internes du globe, d'autres y voient à la signature d'un phénomène encore plus profond. Causes sont peut-être liées à l'histoire ancienne de la planète. À ces signaux s'ajoutent des événements qui, bien qu'observés en surface, n'en sont pas moins mystérieux. Dans certaines vallées sèches de l'Antarctique, des rivières de couleur rouge sang s'écoulent de la glace. Ce phénomène, connu sous le nom de Blood Falls, est provoqué par des oxydes de fer libérés par une poche d'eau souterraine. Pourtant, la présence de cette eau liquide, salée et riche en minéraux, sous un environnement aussi hostile, a longtemps déconcerté les chercheurs. Elle suggère l'existence de réservoirs d'eau isolés et actifs dans des conditions que l'on croyait incompatibles avec toute forme de vie. Dans ces environnements extrêmes, des micro-organismes ont effectivement été découverts, vivant sans lumière dans une Chaneis Ospakunmi, sans oxygène et sans source d'énergie extérieure. Leur simple existence remet en question ce que nous pensions savoir sur les limites de la vie. Ces phénomènes ne sont pas isolés les uns des autres. Ils semblent au contraire former un ensemble cohérent de questions qui convergent vers une conclusion troublante. L'Antarctique est bien plus complexe que ce que nos modèles simplifiés laissent entendre. Sous la glace, dans l'atmosphère, dans les profondeurs de la roche, se déroulent des processus dont nous ne percevons que les fragments. Et ces fragments suffisent déjà à remettre en cause nos certitudes les plus solides. Certains scientifiques voient dans ces anomalies les signes d'un passé beaucoup plus riche que ce que l'on imagine. L'hypothèse selon laquelle l'Antarctique aurait connu plusieurs périodes de réchauffement intense bien avant l'apparition de l'homme est désormais largement acceptée. Cela signifie que des écosystèmes entiers ont pu exister sous ces latitudes, laissant peut-être des traces encore enfouies.
Les anomalies gravitationnelles pourraient ainsi être les vestiges de continents disparus ou d'anciennes zones tectoniques englouties. Les signaux électromagnétiques pourraient être liés à des poches d'eau fossiles ou à des champs minéraux enfouis. Même les particules d'Anita pourraient, dans une certaine mesure, être la manifestation d'interactions naturelles que nous n'avons simplement jamais eu l'occasion d'observer auparavant. Mais à côté de ces hypothèses prudentes, une autre dimension persiste, plus spéculative mais difficile à ignorer, car l'Antarctique, par sa nature même, nourrit l'imagination. Depuis des décennies, certaines théories avancent que ce continent aurait abrité des civilisations disparues ou des installations oubliées. Bien que ces idées ne reposent sur aucune preuve scientifique solide, elles trouvent un écho dans la façon dont certaines anomalies semblent dépasser notre compréhension actuelle. Peut-être ne s'agit-il pas d'un hasard, si tant de mythes anciens parlent d'un continent méridional perdu, d'un royaume englouti par la glace. Peut-être ces récits ne sont-ils pas de simples inventions, mais des souvenirs déformés d'un passé réel. La vérité pour l'instant demeure enfouie sous des kilomètres de glace. Les anomalies que nous détectons ne sont que des indices. Elles ne prouvent rien, mais elles questionnent tout. Elles rappellent que la science ne progresse pas seulement par des certitudes, mais aussi par des énigmes qui refusent de se résoudre. Chaque signal étrange, chaque mesure inattendue, chaque observation inexpliquée est une invitation à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir. Il est possible que certaines de ces anomalies trouvent un jour une explication simple. Il est tout aussi possible que certaines demeurent incomprises pendant des siècles, témoignant de forces et de lois que nous n'avons pas encore découvertes. Quoi qu'il en soit, elles nous obligent à reconsidérer notre relation à ce continent. L'Antarctique n'est pas seulement un territoire gelé, il est un laboratoire de l'inconnu, un miroir où se reflètent les limites de notre science. Dans cette immensité silencieuse, chaque anomalie est comme un battement secret sous la surface de la glace, un message codé dans un langage que nous ne maîtrisons pas encore. Et si nous apprenons à l'entendre, il pourrait nous révéler non seulement les mystères de la Terre, mais aussi ceux de l'univers tout entier. Car ces signaux, aussi impossibles soient-ils, ne sont peut-être que le prélude. Ils pourraient annoncer d'autres révélations, celles d'un passé où l'Antarctique n'était pas une étendue gelée, mais un monde verdoyant et vivant. Et pour comprendre ce que cache réellement ce continent, il nous faut plonger dans cette histoire ancienne, celle d'un temps oublié où la glace n'existait pas encore. C'est là que nous irons à présent. Bien avant que la glace ne s'étende comme un manteau sur son sol, bien avant que les vents polaires ne sculptent ces plateaux de silence, l'Antarctique fut un monde verdoyant. L'image peut sembler difficile à concevoir aujourd'hui, alors que ce continent est synonyme de froid absolu, de désolation et de blancheur infinie. Pourtant, les traces enfouies sous des kilomètres de glace racontent une autre histoire, celle d'un territoire foisonnant de vie, baigné d'eau libre, couvert de forêts luxuriantes et habité par des créatures qui n'existent plus. Ce passé oublié transforme notre perception du continent. Il n'a pas toujours été un désert gelé. Il fut, il y a des millions d'années, un Éden perdu. Pour comprendre cette métamorphose, il faut remonter loin dans le temps, bien avant l'apparition de l'être humain, jusqu'aux ères profondes de l'histoire de la Terre. Durant le Mésozoïque, il y a plus de 100 millions d'années, l'Antarctique occupait une position très différente de celle qu'il occupe aujourd'hui. Il faisait alors partie d'un supercontinent appelé Gondwana, qui réunissait l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique lui-même. Cette configuration géographique signifiait que le pôle sud n'était pas plongé dans un isolement glacial, mais relié à d'autres masses continentales, baignant dans des climats plus cléments. Des preuves irréfutables de cette époque verte ont été découvertes sous les glaces. Fossiles de fougères géantes, troncs d'arbres pétrifiés, spores et pollens appartenant à des espèces végétales disparues. Dans certaines régions, les scientifiques ont même trouvé des restes de forêts fossilisées, si bien conservées que les cernes de croissance des arbres sont encore visibles. Ces forêts polaires ne ressemblaient sans doute pas à celles que nous connaissons aujourd'hui. Elles s'étendaient sur des centaines de kilomètres, composées de conifères anciens, de cycadales, de gingos et de fougères arborescentes. Certaines espèces étaient capables de survivre à des mois d'obscurité hivernale, preuve d'une adaptation remarquable aux conditions polaires. La faune n'était pas en reste. L'Antarctique abritait une biodiversité insoupçonnée. Des dinosaures herbivores y erraient en troupeaux, broutant une végétation dense, tandis que des prédateurs redoutables traquaient leurs proies dans les marécages et les plaines boisées. Des fossiles de reptiles marins, de poissons et même de mammifères primitifs témoignent d'un écosystème riche et diversifié. Loin d'être un désert,
Le continent austral était une terre vivante, connectée aux autres régions du monde par des corridors écologiques qui permettaient la circulation des espèces. Mais ce paradis n'était pas destiné à durer. Au fil des millions d'années, les plaques tectoniques poursuivirent leur lente dérive et Gondwana se fragmenta. L'Antarctique se détacha progressivement et glissa vers le sud, s'installant dans sa position actuelle autour du pôle. Ce déplacement géographique eut des conséquences profondes. L'ensoleillement diminua, les saisons devinrent plus extrêmes et les premières glaciations firent leur apparition. Mais ce fut un autre événement qui précipita véritablement le basculement du climat. L'ouverture du passage de Drake entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique il y a environ 34 millions d'années. Cette ouverture permit la formation d'un courant océanique puissant, le courant circumpolaire antarctique, qui isola thermiquement le continent. Coupé des eaux chaudes provenant des tropiques, l'Antarctique commença à se refroidir de façon irréversible. Les forêts disparurent, remplacées par des toundras puis par des glaciers naissants. Peu à peu, la glace gagna du terrain, avançant comme une armée silencieuse jusqu'à recouvrir la quasi-totalité du continent. Ce processus s'étala sur des millions d'années, transformant radicalement la géographie, le climat et la biosphère. Pourtant, même après l'installation des calottes glaciaires, des traces de ce passé verdoyant continuèrent de se manifester. Des carottes de sédiments prélevés sous la glace révèlent pensant des couches de matière organique datant de périodes interglaciaires, lorsque des zones du continent connaissaient encore des températures positives et des conditions propices à la vie végétale. Certaines études suggèrent même que des poches de végétation auraient survécu dans des vallées protégées jusqu'à il y a moins de 3 millions d'années. L'Antarctique n'a donc jamais été un désert totalement figé. Il a connu des respirations, des périodes de renaissance brèves avant de replonger dans le gel éternel. Ce passé luxuriant n'a pas seulement une valeur historique. Il constitue aussi une clé essentielle pour comprendre l'avenir. Les archives naturelles de l'Antarctique, ses fossiles, ses sédiments, ses couches glaciaires permettent de reconstituer les fluctuations climatiques sur des dizaines de millions d'années. Elles montrent que la Terre est un système dynamique, capable de basculer d'un état à un autre sous l'effet de changements progressifs. Ce que fut l'Antarctique jadis n'est pas un simple souvenir, c'est un avertissement. Si le réchauffement climatique actuel se poursuit, certaines régions pourraient redevenir libres de glace bien plus vite qu'on ne l'imagine, réactivant des processus écologiques que la Terre n'a pas connus depuis des éons. Mais ces vestiges du passé soulèvent aussi des questions plus profondes. Que reste-t-il de ces anciens écosystèmes sous les glaces actuelles ? Des micro-organismes ont-ils survécu en dormance depuis des millions d'années, attendant des conditions plus clémentes pour se réveiller ? Des traces d'ADN fossiles pourraient-elles révéler l'existence d'espèces entièrement inconnues ? Chaque échantillon prélevé dans les couches profondes de la glace, chaque fragment de sédiments étudié en laboratoire pourrait contenir des indices sur la vie ancienne de ce continent, une vie qui pourrait éclairer les mystères de l'évolution elle-même. Certains chercheurs vont plus loin encore. Ils suggèrent que les archives enfouies de l'Antarctique pourraient révéler des chapitres perdus de l'histoire terrestre, des événements que nous ne soupçonnons même pas. Des changements brusques du niveau de la mer, des extinctions massives, des migrations planétaires de faune et de flore pourraient être inscrites par-ci-là dans les strates invisibles sous nos pieds. L'Antarctique, en ce sens, n'est pas seulement un témoin du passé, il en est la mémoire vivante. Cette mémoire nous invite aussi à réévaluer notre propre place dans l'histoire de la planète. Nous percevons souvent la Terre comme un monde stable, immuable à l'échelle humaine. Mais les forêts fossiles d'Antarctique, les sédiments riches en pollen et les traces de vie anciennes nous rappellent que le changement est la norme. Ce qui est aujourd'hui gelé fut jadis vert. Ce qui est aujourd'hui désert fut jadis foisonnant. Le temps transforme tout et notre époque ne fait pas exception. Dans ce renversement de perspective se cache une leçon d'humilité. La glace qui recouvre aujourd'hui l'Antarctique n'est qu'un épisode parmi d'autres dans l'histoire longue de ce continent. Elle n'est pas une fin, mais une phase. Et si nous apprenons à lire les traces de ce passé, nous pourrons peut-être mieux anticiper l'avenir. Les modèles climatiques, les projections de fonte glaciaire et les scénarios d'élévation du niveau des mers ne sont pas seulement des prédictions. Ils sont les échos d'événements déjà survenus il y a des millions d'années. Ainsi, derrière chaque fragment de bois fossile et chaque grain de pollen antique se cache une vérité simple. L'Antarctique n'est pas figé, il a changé, il changera encore, et dans ces changements se trouvent peut-être les réponses aux plus grandes questions que nous nous posons aujourd'hui sur la résilience de la vie,
sur l'équilibre du climat, sur la fragilité de notre civilisation. Alors que nous tournons notre regard vers ce passé luxuriant, une autre question se dessine, plus dérangeante encore. Si l'Antarctique a pu être vert, fertile et vivant, que s'est-il vraiment passé lorsque la glace s'est installée? Quelles traces profondes ce bouleversement a-t-il laissé dans les roches, dans les champs magnétiques, dans la mémoire minérale de la Terre? C'est à travers ces empreintes invisibles, gravées dans la structure même du continent, que nous poursuivrons notre exploration vers les mystères magnétiques du pôle Sud. Sous le voile glacé de l'Antarctique, il existe des forces invisibles qui façonnent notre planète depuis ses origines. Ces forces, silencieuses et puissantes, ne se voient pas à l'œil nu, mais elles influencent les mouvements des océans, le comportement des boussoles, la trajectoire des tempêtes solaires et même l'histoire de la vie. Elles appartiennent au domaine du magnétisme terrestre, un phénomène aussi ancien que la Terre elle-même, et nulle part ailleurs qu'en Antarctique ce champ magnétique ne révèle autant de secrets, de bizarreries et de questions encore ouvertes. Le pôle sud magnétique est une entité mouvante, insaisissable. Contrairement au pôle sud géographique, fixé par la rotation de la Terre, le pôle magnétique se déplace au fil du temps, parfois de manière lente et régulière, parfois de façon plus erratique. Il a parcouru des centaines de kilomètres au cours des derniers siècles, changeant subtilement la manière dont les instruments de navigation se comportent. Cette migration n'est pas un simple détail. Elle reflète les mouvements profonds du noyau terrestre, un océan de métal liquide en perpétuel mouvement dont les flux engendrent le champ magnétique qui enveloppe notre planète. L'Antarctique est ainsi une fenêtre privilégiée sur les mécanismes internes de la Terre, un point d'observation unique pour comprendre ce champ invisible qui nous protège du chaos spatial. Car ce bouclier magnétique est vital. Sans lui, la Terre serait continuellement bombardée par les particules chargées émises par le Soleil. L'atmosphère s'éroderait peu à peu, les océans s'évaporeraient et la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Pourtant, ce champ n'est pas immuable. Il fluctue, s'affaiblit, se renforce, se déforme, parfois même s'inverse complètement. Les archives géologiques montrent que les pôles magnétiques ont changé de place des centaines de fois au cours de l'histoire, inversant nord et sud dans un cycle irrégulier. La dernière inversion majeure s'est produite il y a environ 780 000 ans. Depuis, le champ s'est affaibli de manière notable, ce qui laisse penser à certains chercheurs qu'une nouvelle inversion pourrait se produire dans les millénaires à venir. L'Antarctique, avec ses vastes étendues de roches anciennes et ses archives glaciaires, détient des indices précieux pour comprendre comment et pourquoi ces changements surviennent. Mais ce n'est pas seulement la dynamique du champ magnétique qui intrigue les scientifiques. Le continent cache aussi des anomalies profondes, des zones où le champ est inexplicablement perturbé. L'une des plus fascinantes se trouve dans la région de Wilkes Land. Des relevés satellitaires ont détecté là une anomalie magnétique d'une intensité inhabituelle, couvrant des centaines de kilomètres. Sa forme circulaire a conduit certains chercheurs à suggérer qu'elle pourrait être le vestige d'un impact colossal, survenu il y a plus de 250 millions d'années, peut-être responsable de la plus grande extinction de masse de l'histoire terrestre. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une concentration anormale de métaux dans le manteau ou d'une structure géologique que nous ne comprenons pas encore. Quoi qu'il en soit, cet en cicatrice magnétique demeure l'un des grands mystères du continent. À d'autres endroits, des relevés révèlent des motifs magnétiques inattendus, des alignements qui semblent suivre des structures enfouies sous la glace, des anomalies ponctuelles suggérant la présence de formations minérales inhabituelles ou de poches d'activité géothermique. Dans certains cas, ces signatures sont si nettes qu'elles évoquent presque l'idée d'un dessin délibéré, bien que rien ne permette de confirmer une telle hypothèse. Pour les géophysiciens, elles sont le reflet de l'histoire complexe du continent, marquée par des collisions tectoniques, des éruptions volcaniques et des transformations profondes de la croûte terrestre. Mais ce champ magnétique ne raconte pas seulement l'histoire de la planète, il influence aussi le présent. L'Antarctique est une zone particulièrement sensible aux interactions entre le champ terrestre et les vents solaires. Lors des tempêtes solaires, d'immenses courants d'énergie viennent frapper l'atmosphère, provoquant des aurores polaires spectaculaires et des perturbations électromagnétiques qui peuvent affecter les satellites et les systèmes de communication. Dans cette lutte silencieuse entre la Terre et le Soleil, l'Antarctique joue un rôle crucial. C'est là que les scientifiques observent les effets les plus extrêmes de ces interactions, et c'est là qu'ils peuvent étudier comment notre planète résiste, ou parfois cède, face à l'espace environnant.
Ces recherches ne sont pas seulement académiques, elles ont des implications concrètes pour notre civilisation. La compréhension fine du champ magnétique est essentielle pour la navigation aérienne et maritime, pour la protection des satellites, pour la prévision des tempêtes géomagnétiques susceptibles de perturber les réseaux électriques. En étudiant les anomalies d'encontre de l'Antarctique, nous améliorons aussi notre capacité à prédire ces événements et à nous en protéger. Mais elles ouvrent aussi des portes vers des domaines encore plus vastes. Certains chercheurs pensent que des variations inhabituelles dans le champ magnétique pourraient être liées à des phénomènes que nous ne comprenons pas encore, voire à des interactions avec des structures profondes du manteau qui pourraient remodeler notre vision de la Terre. Pourtant, malgré tous ces efforts, le magnétisme de l'Antarctique demeure une énigme. Il semble parfois se comporter de façon imprévisible, comme s'il répondait à des lois que nous ne maîtrisons pas encore. Certains relevés montrent des fluctuations rapides, qui ne s'expliquent même par aucun modèle géodynamique connu. D'autres indiquent des zones de stabilité anormale où le champ reste étonnamment constant alors qu'il devrait varier. Ces observations suggèrent que notre compréhension du noyau terrestre est encore partielle, que des processus inconnus sont peut-être à l'œuvre, profondément enfouis sous la surface. Ce mystère attire inévitablement les spéculations. Certains y voient entre les signes d'un événement cataclysmique ancien, d'autres imaginent des influences venues de l'espace ou des structures artificielles enfouies sous la glace. Ces idées, bien que séduisantes, ne reposent sur aucune preuve. Pourtant, elles reflètent une vérité essentielle. L'Antarctique est un lieu où la science touche ses limites, où la frontière entre l'explication rationnelle et le questionnement métaphysique devient floue. Ce que nous découvrons dans ces champs magnétiques n'est pas seulement une information sur la Terre, c'est une invitation à repenser ce que nous croyons savoir sur notre planète. Le magnétisme de l'Antarctique raconte aussi une histoire plus intime, presque poétique. Il est la trace invisible de la mémoire de la Terre, l'écho d'un cœur en fusion qui bat depuis 4 milliards d'années. Il nous relie à l'univers, car il est le fil qui relie notre planète au Soleil, au vent stellaire, aux profondeurs de l'espace. Il est le langage secret de la matière, celui qui façonne les pôles, guide les migrations animales, oriente les civilisations humaines depuis des siècles. En étudiant ce langage dans les régions les plus reculées du globe, nous ne faisons pas que mieux comprendre notre monde. Nous nous rapprochons de ses origines. Pourtant, même ce champ, aussi vaste et ancien soit-il, n'explique pas tout. Certaines énigmes de l'Antarctique échappent totalement aux lois connues. Elles relèvent non pas de la physique de la Terre, mais peut-être de celle de l'humanité elle-même. Car si ce continent attire tant de regards, ce n'est pas seulement à cause de ses mystères naturels, c'est aussi parce que certaines théories affirment qu'il pourrait abriter les traces d'un passé oublié, un passé qui remettrait en question tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Et c'est là que notre voyage nous conduit désormais, vers les légendes et les hypothèses les plus troublantes, celles qui parlent de civilisations disparues, d'histoires effacées et d'empreintes laissées par des peuples que le temps a engloutis. Sous l'infini manteau de glace de l'Antarctique, la science voit un laboratoire naturel, un miroir du passé terrestre et une archive du climat. Mais pour l'imaginaire collectif, ce continent recèle bien plus encore. Il serait, selon certaines hypothèses, le tombeau d'une histoire oubliée, la trace effacée d'un âge d'or disparu. Depuis plus d'un siècle, explorateurs, écrivains, chercheurs indépendants et penseurs marginaux ont suggéré que l'Antarctique aurait pu abriter, dans un lointain passé, une civilisation avancée, et que cette civilisation pourrait expliquer certains des mystères que la science n'a pas encore élucidés. Ces idées, bien que souvent rejetées par la recherche officielle, continuent de fasciner. Elles reflètent une intuition profonde, celle que sous la glace, quelque chose d'ancien dort encore. L'une des plus anciennes de ces théories trouve son origine dans l'Antiquité elle-même. Déjà chez les Grecs, l'idée d'une terre australe ne se limitait pas à une simple hypothèse géographique. Certains philosophes imaginaient d'entendre qu'elle pouvait abriter des peuples inconnus, des cultures étrangères au monde méditerranéen. Des traditions plus tardives, comme celles rapportées par les géographes arabes médiévaux, évoquaient également un continent méridional peuplé, situé au-delà des mers du Sud. Rien ne prouve que ces récits décrivaient l'Antarctique réel, mais ils témoignent d'un désir ancestral de peupler l'inconnu d'histoires et de civilisations. Au fil des siècles, cette idée prit une tournure plus précise. Au XVIe siècle, une carte mystérieuse attisa les spéculations. La carte de Piri Reis, réalisée en 1513 par un amiral ottoman,
représente les côtes de l'Amérique du Sud avec une précision étonnante pour l'époque. Mais elle montre également, au sud, une masse continentale ressemblant étrangement à l'Antarctique, non pas recouverte de glace, mais verte et habitable. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu représenter un continent officiellement découvert 3 siècles plus tard? Certains chercheurs pensent que cette carte s'appuyait sur des sources antiques disparues, issues peut-être de civilisations avancées ayant cartographié la planète bien avant nous. D'autres avancent des explications plus prosaïques, évoquant des erreurs d'interprétation ou des projections artistiques. Mais le mystère demeure. Pourquoi cette terre inconnue apparaît-elle là, et pourquoi semble-t-elle libre de glace? Ce genre de questions nourrit depuis longtemps l'idée qu'une civilisation ancienne, aujourd'hui disparue, aurait pu exister sur le continent austral avant qu'il ne soit englouti par la glace. Certains vont jusqu'à associer cette hypothèse à celle de l'Atlantide, la cité mythique décrite par Platon. Dans ces dialogues, le philosophe grec évoque une civilisation avancée qui aurait disparu en un seul jour et une seule nuit de malheur, engloutie par les eaux. Depuis des siècles, les chercheurs d'Atlantide la cherchent dans l'Atlantique, en Méditerranée, dans les Andes, mais certains suggèrent qu'elle pourrait avoir existé au sud, sur un continent aujourd'hui enseveli sous la glace. Selon cette version, le déplacement des pôles, phénomène géophysique réel bien que lent, aurait déplacé l'Antarctique depuis une latitude tempérée vers sa position actuelle, entraînant une glaciation soudaine qui aurait effacé toute trace de la civilisation. Cette théorie, bien que marginale, trouve des échos dans plusieurs traditions mythiques. Des récits d'un peuple venu du Sud apparaissent dans des légendes amérindiennes, polynésiennes et même africaines. Certaines de traditions aborigènes d'Australie évoquent un visiteur du froid venu d'un territoire désormais disparu. Bien sûr, ces récits sont hautement symboliques et ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Mais leur récurrence interroge. Décrivent-ils des souvenirs mythifiés de migrations préhistoriques ou ne sont-ils que des métaphores nées de l'imagination collective? Des éléments troublants alimentent également ces spéculations. Depuis plusieurs décennies, des images satellitaires ont révélé sous la glace des structures étranges, formations circulaires, motifs géométriques ou alignements rectilignes difficilement explicables par des processus naturels. Si la plupart d'entre eux sont des phénomènes géologiques ou glaciaires connus, certains continuent de défier l'interprétation. En 2016, par exemple, des chercheurs analysant des données radar ont détecté ce qui ressemble à une immense structure circulaire de plus de 200 km de diamètre enfouie sous la glace de l'Antarctique oriental. Certains y ont vu les traces d'un ancien cratère d'impact, d'autres y ont projeté l'idée d'une cité ensevelie. Des expéditions privées, souvent entourées de mystères, ont également contribué à entretenir ces hypothèses. Des rumeurs évoquent des découvertes non divulguées, faites par des équipes scientifiques ou militaires dans des zones interdites au public. Certains documents déclassifiés font état de survols d'anomalies topographiques non expliquées, d'autres parlent d'artefacts récupérés et jamais rendus publics. Bien qu'aucune preuve concrète ne vienne confirmer ces affirmations, elles participent à un récit persistant, celui d'un continent qui abrite bien plus que de la glace et des roches. Ces théories séduisent parce qu'elles touchent à quelque chose de fondamental, l'idée que l'histoire humaine pourrait être bien plus ancienne et complexe que ce que nous croyons. Si une civilisation avait effectivement existé sur l'Antarctique, cela remettrait en cause de nombreuses certitudes sur l'évolution des sociétés, sur les migrations humaines, voire sur nos connaissances géologiques. Cela suggérerait que l'intelligence, la technologie ou l'organisation sociale ont pu émerger bien plus tôt que ce que la science moderne admet. Mais il est essentiel de garder à l'esprit que, pour l'instant, aucune découverte archéologique ne vient étayer ces spéculations. Les conditions extrêmes rendent toute exploration archéologique extrêmement difficile, et les kilomètres de glace qui recouvrent le continent sont un obstacle presque infranchissable. Ce manque de données ne prouve rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Il laisse simplement la porte ouverte à l'inconnu. Et c'est précisément cet inconnu qui alimente la fascination pour les légendes d'une civilisation enfouie. Il est intéressant de noter que même certains scientifiques, tout en rejetant les théories les plus extravagantes, reconnaissent que nous avons à peine commencé à comprendre ce qui se cache sous la glace. L'Antarctique a été isolée pendant des millions d'années.
S'il abrite des traces de vie ancienne, de structures fossilisées ou même d'activités humaines préhistoriques, elle pourrait en rester invisible jusqu'à ce que la technologie permette de percer plus profondément la calotte glaciaire. Qu'il s'agisse de mythes ou de réalités enfouies, ces récits jouent un rôle important dans notre rapport au continent austral. Ils nous rappellent que la science ne se développe pas dans un vide absolu, mais dans un dialogue constant avec l'imaginaire. Les grandes découvertes de l'histoire ont souvent été précédées ifamment par des légendes, des intuitions ou des rêves. Peut-être qu'un jour, l'exploration des profondeurs antarctiques révélera quelque chose qui transformera notre compréhension du passé. Et peut-être que ces mythes n'auront pas été entièrement vains. En attendant, ils continuent de hanter notre imaginaire collectif, comme des échos d'un passé que nous avons oublié ou que nous n'avons jamais connu. Ils transforment l'Antarctique en bien plus qu'un désert glacé, en une énigme qui pourrait contenir les clés de notre propre histoire à histoire. Et si ces civilisations perdues ne sont non que des fictions, elles posent tout de même une question plus vaste. Pourquoi ce continent fascine-t-il tant les puissances modernes? Pourquoi certaines zones sont-elles interdites d'accès? Et pourquoi l'Antarctique est-il au centre de tant de secrets géopolitiques depuis près d'un siècle? Pour comprendre cela, il faut quitter le domaine des mythes et plonger dans celui, tout aussi mystérieux, de l'histoire récente, celle des bases secrètes et des ambitions cachées au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que nous nous rendrons maintenant. Dans les récits officiels, l'Antarctique n'a joué aucun rôle stratégique durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est présentée comme une terre trop froide, trop lointaine, trop inhospitalière pour avoir attiré l'attention des grandes puissances. Pourtant, depuis la fin du conflit, des rumeurs persistantes racontent une toute autre histoire, celle d'opérations secrètes, de bases cachées sous la glace, de missions dont les véritables objectifs n'ont jamais été révélés. Derrière la surface tranquille des archives militaires se dessine un récit parallèle, plus sombre, qui alimente encore aujourd'hui fascination et soupçons. Tout commence dans les années 1930, alors que l'Allemagne nazie, en pleine expansion, se tourne vers les pôles pour étendre son influence. En 1938, l'expédition allemande baptisée Neuschwabenland est envoyée vers l'Antarctique. Officiellement, sa mission essaie de trouver des territoires pour la pêche à la baleine et d'établir des points d'appui pour la flotte allemande. Officieusement, certains documents et témoignages suggèrent un intérêt bien plus large. Études de ressources minérales, exploration géologique, voire implantation d'une base permanente. Les avions de l'expédition larguent des drapeaux à croix gammées sur une vaste zone de l'Antarctique orientale qu'ils baptisent Nouvelle Souabe. Des cartes détaillées sont dressées, des photographies aériennes sont prises et des relevés topographiques sont effectués avec une précision étonnante pour l'époque. C'est à partir de là que l'histoire se trouble. Selon plusieurs sources, certaines non officielles, l'expédition aurait découvert sous la glace des cavernes immenses, des réseaux de tunnels naturels et des zones géothermiquement actives, idéales pour l'installation d'infrastructures. Certaines théories avancent que des installations secrètes y auraient autant en Asie. Il a été construite dès la fin des années 1930, destinée à servir de refuge stratégique pour la flotte sous-marine ou pour des projets scientifiques sensibles. Ces affirmations sont difficiles à vérifier. Aucun document militaire allemand ne confirme officiellement l'existence d'une base permanente en Antarctique. Pourtant, leur persistance dans les récits historiques alternatifs intrigue. À la fin de la guerre, une autre pièce s'ajoute au puzzle. Plusieurs sous-marins allemands, partis après la reddition du Troisième Reich, sont interceptés dans l'Atlantique Sud. Certains d'entre eux ne transportent ni armes ni troupes, mais des matériaux et des équipements scientifiques. Leur destination reste mystérieuse. D'après certains rapports alliés, des communications interceptées mentionnent des zones spéciales, situées loin au sud. De là naissent les spéculations, l'idée que des membres de haut rang du régime nazi auraient fui vers une base antarctique pour poursuivre leurs recherches loin des regards. Les années d'après-guerre n'ont fait qu'alimenter ces théories. En 1946, les États-Unis lancent une opération d'une ampleur exceptionnelle, opération High Jump. Officiellement dirigée par l'amiral Richard Byrd, cette mission mobilise 13 navires, 23 avions et plus de 4000 hommes. Officiellement, son objectif est d'entraîner les troupes dans des conditions polaires et d'établir une base de recherche. Officieusement, la rapidité avec laquelle elle est organisée et la puissance déployée intriguent. Certains historiens estiment que les États-Unis craignaient l'existence d'une base ennemie dans le sud et voulaient la localiser.
L'opération se déroule normalement jusqu'à ce qu'un incident non expliqué mette brusquement fin à la mission, bien avant la date prévue. L'amiral Byrd, à son retour, tient une déclaration énigmatique à la presse chilienne. Il évoque la possibilité d'avions capables de parcourir d'énormes distances à des vitesses incroyables, venant d'une région polaire. Ces propos seront largement interprétés comme une allusion à une rencontre inattendue, peut-être avec une technologie inconnue. Même si cette déclaration a probablement été exagérée ou mal traduite, elle alimente depuis lors les spéculations sur ce qui s'est réellement passé durant High Jump. À l'hiver austral de 1946, à peine un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une flotte colossale leva l'ancre des côtes américaines et mit le cap vers l'extrême sud. Son nom de code, Opération High Jump. Officiellement, il s'agissait d'une expédition scientifique et militaire destinée à entraîner les troupes aux conditions polaires, tester des équipements dans un environnement extrême et établir une base de recherche permanente en Antarctique. Officieusement, les proportions de l'opération dépassaient tout ce que l'on pouvait attendre d'une simple mission d'entraînement. 13 navires, plus de 20 avions, 4300 hommes, des sous-marins, des destroyers, un porte-avions, c'était une armada. Jamais une expédition polaire n'avait mobilisé autant de moyens humains et matériels. Derrière cette démonstration de puissance se cachait un contexte bien particulier. Le monde venait à peine de sortir d'une guerre dévastatrice et déjà les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique annonçaient le début de la guerre froide. L'Antarctique, jusque-là perçue comme une région inutile, commençait à être envisagée comme un territoire stratégique, notamment pour ses ressources, ses positions géopolitiques et ses potentiels usages militaires. Mais certains historiens voient dans High Jump autre chose encore. Une mission de reconnaissance visant à vérifier des rumeurs persistantes selon lesquelles les nazis auraient établi des bases secrètes sous la glace durant la guerre. L'expédition était dirigée par l'amiral Richard Evelyn Byrd, un explorateur polaire expérimenté déjà célèbre pour ses vols au-dessus du pôle Nord et ses précédentes expéditions antarctiques. Byrd avait l'habitude des conditions extrêmes, mais High Jump dépassait de loin ses précédentes missions. Elle fut préparée dans l'urgence, lancée à peine quelques mois après sa conception, et son déploiement impressionna même les observateurs militaires. Certains officiers, en privé, la décrivirent comme une opération militaire déguisée. Les objectifs officiels étaient butés multiples. Établir la base Little America 4 sur la barrière de Ross, tester du matériel militaire en conditions polaires, cartographier de vastes zones du continent à l'aide de la photographie aérienne et former les soldats aux techniques de survie. Pourtant, derrière cette façade se profilait une mission bien plus complexe. Des documents déclassifiés montrent que certains des navires transportaient des équipements sophistiqués de détection et de surveillance, non nécessaires à une simple expédition scientifique. Des avions spécialement équipés pour des vols de reconnaissance longue distance furent envoyés bien au-delà des zones officiellement étudiées. L'expédition débuta sans incident majeur. La flotte atteignit les côtes antarctiques en décembre 1946 et commença à établir des positions. Des missions aériennes furent lancées pour cartographier les terres encore inconnues. Pendant plusieurs semaines, tout sembla se dérouler comme prévu. Mais très vite, des événements étranges vinrent troubler le cours de la mission. Plusieurs accidents inexplicables eurent lieu. Un avion de reconnaissance s'écrasa sans raison apparente dans des conditions météorologiques calmes. Un autre disparut totalement, sans jamais être retrouvé. Des rapports mentionnent des perturbations magnétiques anormales affectant les instruments de navigation et des phénomènes lumineux observés dans le ciel polaire. Puis, de façon soudaine et inattendue, Opération High Jump fut interrompue. Prévue pour durer entre 6 et 8 mois, elle fut rappelée après seulement 2 mois et demi. L'amiral Byrd fut ordonné de rentrer immédiatement aux États-Unis. Cette décision surprit même les participants, dont beaucoup n'avaient pas terminé leur mission. Officiellement, l'état-major invoqua des raisons logistiques et des conditions météorologiques dangereuses. Mais en coulisses, d'autres explications circulaient. Certains officiers auraient parlé d'un contact imprévu avec une force inconnue. D'autres évoquaient la présence de structures inhabituelles repérées depuis les airs. L'épisode le plus célèbre lié à High Jump est sans doute l'interview que Richard Byrd donna peu après son retour. Interrogé par un journaliste chilien, il déclara que les États-Unis doivent se préparer à affronter des avions capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Ces mots, dont la traduction exacte reste controversée, furent interprétés par certains comme la preuve qu'il avait vu quelque chose d'inattendu en Antarctique.
peut-être même une technologie non identifiée. Byrd, par la suite, resta silencieux sur ses propos, et aucune explication officielle ne fut jamais donnée. Depuis Lothier, l'opération est devenue le cœur d'un nombre incalculable de théories. Certains pensent donc qu'elle aurait mené à la découverte d'une base nazie encore active, utilisée pour développer des technologies avancées. D'autres affirment que la flotte aurait été confrontée à des engins d'origine inconnue, ce qui aurait forcé son repli prématuré. Il existe même des récits, très controversés, affirmant que des membres de l'expédition auraient aperçu des appareils volant aux manœuvres impossibles, capables d'échapper aux avions américains. La vérité est probablement moins spectaculaire, mais tout aussi intrigante. High Jump fut effectivement marqué par de nombreux problèmes. Les conditions météorologiques extrêmes endommageaient le matériel, les accidents s'accumulaient et la logistique s'avérait plus complexe que prévu. Il est également possible que les États-Unis aient voulu limiter les risques d'incidents diplomatiques à une époque où les tensions géopolitiques étaient déjà vives. Pourtant, certaines zones d'ombre demeurent. Pourquoi tant de documents liés à la mission restent-ils classifiés? Pourquoi la durée de l'opération fut-elle si drastiquement réduite? Et surtout, pourquoi l'amiral Byrd, d'ordinaire mesuré dans ses propos, fit-il des déclarations aussi inhabituelles? La fascination pour High Jump persiste parce qu'elle représente un carrefour entre l'histoire et l'inconnu. D'un côté, il s'agit indéniablement d'une opération militaire d'envergure, motivée par des enjeux stratégiques bien réels. De l'autre, les éléments inexpliqués qui entourent sa fin prématurée nourrissent des hypothèses qui vont bien au-delà de la simple rivalité géopolitique. Peut-être les États-Unis ont-ils effectivement découvert des phénomènes naturels inattendus, anomalies peu magnétiques, structures géologiques ou signes d'activité volcanique sous-glaciaire. Peut-être ont-ils simplement constaté que l'Antarctique représentait un défi technologique et logistique trop grand pour l'époque. Ou peut-être, comme le pensent certains, ont-ils trouvé quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à révéler. Ce qui est sûr, c'est que Opération High Jump a changé la perception que les grandes puissances avaient de l'Antarctique. Après 1947, le continent cessa d'être un simple objet de curiosité géographique pour devenir un enjeu stratégique majeur. Les États-Unis continuèrent à y envoyer des missions, tout comme l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et d'autres nations. Des stations furent établies, des relevés furent effectués et les premières négociations internationales pour réguler l'utilisation du continent commencèrent. L'Antarctique était désormais une pièce dans le grand échiquier de la guerre froide. Aujourd'hui encore, High Jump demeure l'une des opérations les plus mystérieuses de l'histoire moderne. Elle incarne cette tension permanente entre exploration et secret, science et stratégie, savoir et dissimulation. Elle nous rappelle que même dans l'ère technologique, il existe encore des zones d'ombre que les États ne veulent ou ne peuvent pas dévoiler. Et elle soulève une question qui persiste depuis près d'un siècle. Qu'ont-ils réellement trouvé là-bas? Cette question est d'autant plus pressante que les enjeux autour de l'Antarctique n'ont cessé de croître depuis. Car si les États s'y intéressent autant, ce n'est pas seulement pour des raisons scientifiques ou militaires. Sous la glace se trouvent d'immenses réserves de ressources naturelles, minéraux rares, hydrocarbures, eau douce et peut-être bien plus encore. La prochaine étape de notre voyage nous conduira donc vers une dimension plus économique et politique du mystère antarctique, celle de la course aux richesses cachées dans les profondeurs glacées. Depuis toujours, l'Antarctique fascine les explorateurs et les scientifiques pour ses mystères géologiques, ses archives climatiques et ses secrets enfouis sous la glace. Mais derrière la curiosité scientifique se cache une autre réalité, moins poétique et bien plus stratégique, celle d'un continent qui pourrait devenir, dans un futur proche, l'un des plus grands enjeux économiques et politiques de la planète. Car sous son épaisse calotte glaciaire, l'Antarctique ne cache pas seulement des paysages oubliés ou des traces du passé. Il recèle aussi des ressources colossales, peut-être parmi les plus importantes encore inexploitées sur Terre. L'image que nous avons de l'Antarctique est celle d'un désert glacé, stérile et dépourvu de richesses. Pourtant, les études géologiques menées depuis plusieurs décennies ont révélé un tout autre visage. Sous ces glaces épaisses de plusieurs kilomètres, le continent abrite d'immenses gisements de minerais, notamment du fer, du cuivre, du nickel, du platine, de l'uranium, du titane et de l'or. Des indices laissent même penser que certaines régions contiennent des terres rares, essentielles à la fabrication de technologies modernes telles que les smartphones, les éoliennes, les batteries et les systèmes de défense avancés. Ces ressources, pour l'instant inaccessibles, attisent les convoitises de nombreuses puissances.
La question du pétrole et du gaz naturel est encore plus cruciale. Selon plusieurs estimations, le plateau continental entourant l'Antarctique pourrait contenir des réserves considérables d'hydrocarbures comparables à celles de la mer du Nord ou du golfe Persique. Ces gisements se sont probablement formés il y a des dizaines de millions d'années, lorsque le continent était recouvert de forêts luxuriantes et traversé par des rivières abondantes. Aujourd'hui, ils reposent sous des couches de sédiments marins et de glace, hors d'atteinte de nos technologies actuelles. Mais à mesure que les progrès techniques permettent d'exploiter des ressources dans des environnements toujours plus extrêmes, des fonds océaniques profonds aux zones arctiques, l'idée d'extraire ces richesses antarctiques ne relève plus de la science-fiction. La ressource la plus précieuse, cependant, n'est peut-être pas un métal ou un hydrocarbure. Elle est transparente, banale en apparence, mais vitale, l'eau douce. Près de 70% des réserves mondiales d'eau douce se trouvent piégées dans la glace de l'Antarctique. Dans un monde où les sécheresses s'intensifient, où les populations augmentent et où les tensions autour de l'eau deviennent un enjeu géopolitique majeur, cette réserve prend une valeur inestimable. Certains chercheurs évoquent déjà la possibilité qu'un jour, des blocs de glace antarctique soient allés remorqués vers des régions arides pour fournir de l'eau potable. Si cette idée semble aujourd'hui irréalisable à grande échelle, elle pourrait devenir une réalité dans les décennies à venir. Face à un tel potentiel, il n'est pas surprenant que l'Antarctique soit au centre d'un jeu diplomatique complexe. Depuis 1959, le traité sur l'Antarctique interdit toute activité militaire et toute exploitation minière. Signé initialement par 12 pays, il en compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine. Ce traité historique a transformé le continent en un sanctuaire scientifique, dédié à la recherche pacifique. Mais il comporte une faille importante. Il peut être révisé ou renégocié. En 1991, un protocole additionnel, connu sous le nom de Protocole de Madrid, est venu renforcer cette protection en interdisant explicitement toute activité minière pour une durée indéterminée. Toutefois, une clause prévoit une réévaluation possible à partir de 2048. Cette date, encore lointaine, est déjà inscrite en rouge dans les agendas géopolitiques des grandes puissances. Car le monde aura changé d'ici là. La demande en ressources naturelles ne cesse de croître, notamment pour les métaux stratégiques nécessaires à la transition énergétique et numérique. Les tensions autour de l'eau douce s'intensifiant. Et les avancées technologiques rendent de plus en plus accessible l'exploitation dans des environnements extrêmes. Dans ce contexte, l'Antarctique apparaît non plus comme une terre lointaine et inutile, mais comme un trésor gelé en attente d'être revendiqué. Certaines puissances ont déjà commencé à préparer le terrain. La Chine, par exemple, a considérablement accru sa présence en Antarctique au cours des 2 dernières décennies. Elle y a établi plusieurs stations de recherche, dont certaines sont situées dans des zones stratégiques proches de gisements potentiels. Officiellement dédiées à la science et TMCIS, ces installations servent également à renforcer son influence diplomatique et à collecter des données géologiques précieuses. La Russie, de son côté, poursuit activement l'exploration des fonds marins autour du continent, et ses brise-glaces nucléaires lui permettent d'opérer dans des zones inaccessibles à d'autres nations. Les États-Unis, l'Australie et la France, quant à eux, renforcent également leurs infrastructures, conscients que le contrôle scientifique d'aujourd'hui pourrait se transformer en avantage économique demain. Derrière ces manœuvres, une autre réalité s'impose, celle de la compétition silencieuse pour la souveraineté. Bien que le traité sur l'Antarctique interdise toute revendication territoriale nouvelle, 7 pays ont déposé des revendications avant son entrée en vigueur, couvrant plus de 80% du continent. Si l'interdiction d'exploiter les ressources devait un jour être levée, ces revendications pourraient en redevenir source de tensions diplomatiques majeures. Certains scénarios envisagent même une course effrénée à l'appropriation des zones les plus riches, rappelant les luttes coloniales du XIXe siècle, mais à une échelle planétaire. La fonte accélérée des glaces pourrait précipiter ces dynamiques. Chaque année, des milliards de tonnes de glace disparaissent, exposant des régions jusqu'ici inaccessibles. De nouveaux reliefs, des vallées, des plateaux et potentiellement des gisements apparaissent sous la calotte qui recule. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait rendre techniquement possible l'exploitation de certaines zones bien avant 2048. Ironiquement, le changement climatique que l'humanité redoute pourrait ouvrir la porte à une exploitation massive de l'un des derniers territoires tenus vierges de la planète. Mais cette perspective soulève d'immenses questions éthiques. Exploiter les ressources de l'Antarctique reviendrait à briser un équilibre fragile.
Le continent joue un rôle central dans la régulation climatique globale. Ces glaces influencent les courants océaniques, ses vents polaires affectent les systèmes météorologiques mondiaux et son albédo, la capacité à refléter la lumière solaire, contribue à stabiliser les températures terrestres. Une industrialisation, même partielle, pourrait perturber ces mécanismes et déclencher des effets en cascade sur l'ensemble de la planète. De plus, l'exploitation pourrait menacer des écosystèmes uniques. L'Antarctique abrite des formes de vie qui ont évolué en isolation totale pendant des millions d'années. Micro-organismes extrémophiles, poissons adaptés à des températures glaciales, colonies de manchots, phoques et baleines dépendant de cet écosystème fragile. Une activité humaine intense risquerait de détruire ces environnements avant même que nous ayons eu le temps de les étudier et d'en comprendre la complexité. Pour beaucoup de scientifiques, l'Antarctique doit rester un sanctuaire. Ils plaident pour que le traité sur l'Antarctique soit renforcé et prolongé au-delà de 2048, garantissant que le continent demeure un espace dédié à la recherche et à la coopération internationale. Ils rappellent que l'Antarctique est bien plus précieux en tant que laboratoire climatique et biologique qu'en tant que mine géante. Les données qu'il fournit sont essentielles pour comprendre l'avenir de notre planète et ce savoir a une valeur inestimable. Mais la réalité géopolitique pourrait en décider autrement. Dans un monde où les ressources se raréfient, où les rivalités économiques s'exacerbent et où les puissances cherchent à sécuriser leur avenir, la tentation d'exploiter les trésors cachés sous la glace sera difficile à contenir. Il est possible que l'Antarctique devienne au XXIe siècle ce que furent autrefois l'Afrique ou le Moyen-Orient, un théâtre de compétition mondiale, mais cette fois pour les ressources d'un continent gelé. Dans cette course silencieuse se dessine un dilemme profond: préserver l'Antarctique comme un sanctuaire de paix et de science, ou céder à la pression économique et en faire un nouvel Eldorado industriel. Le choix que l'humanité fera déterminera non seulement l'avenir de ce continent, mais aussi celui de l'équilibre planétaire. Et pourtant, au-delà des richesses matérielles, l'Antarctique cache autre chose, quelque chose de bien plus ancien et potentiellement révolutionnaire. Car enfouis dans ces glaces ne se trouvent pas seulement des minéraux ou des hydrocarbures, mais aussi des formes de vie inconnues, des micro-organismes qui pourraient bouleverser notre compréhension de la biologie et offrir un aperçu de ce que la vie pourrait être ailleurs dans l'univers. C'est vers ce monde invisible, microscopique et mystérieux que nous allons maintenant tourner notre regard. Dans l'immensité glacée de l'Antarctique, la vie semble absente. Tout ici évoque la mort et le silence. Vents hurlants, températures extrêmes, absence de végétation, lumière rare et conditions hostiles à toute forme d'existence. Pourtant, sous cette apparente stérilité se cache un monde vibrant, invisible à l'œil nu mais d'une importance capitale. Un monde où la vie, bien que minuscule et discrète, résiste depuis des millions d'années, défiant tout ce que nous pensions savoir sur ses limites. Les micro-organismes qui survivent dans les profondeurs antarctiques ne sont pas de simples curiosités biologiques. Ils sont des archives vivantes, des témoins d'un passé lointain et peut-être des messagers d'un avenir qui dépasse notre planète. La première grande découverte de vie microbienne en Antarctique remonte aux années 1970, lorsque des chercheurs explorant les vallées sèches de McMurdo, l'un des environnements les plus inhospitaliers de la Terre, mirent en évidence des colonies bactériennes nichées dans des fissures de roches poreuses. Ces micro-organismes vivaient littéralement à la limite de l'existence, se nourrissant de l'humidité de l'air et de la lumière faible filtrant à travers la pierre. Leur découverte bouleversa les conceptions traditionnelles de la biologie. Jusque-là, on pensait que la vie nécessitait des conditions relativement stables, température clémente, lumière suffisante, présence d'eau liquide, mais ces microbes montraient qu'elles pouvaient persister même dans les conditions les plus extrêmes. Au fil des décennies, les découvertes se sont multipliées. Des bactéries ont été identifiées dans les glaces profondes, piégées depuis des centaines de milliers d'années. Certaines étaient encore vivantes, capables de se réactiver après un long sommeil glaciaire. Dans les lacs subglaciaires, comme le fameux lac Vostok, d'autres formes de vie ont été détectées. Des micro-organismes inconnus, adaptés à des pressions écrasantes, à l'absence totale de lumière et à des températures proches du point de congélation. Leur existence prouve que la vie peut non seulement survivre à des environnements extrêmes, mais aussi y prospérer. Ce qui rend ces découvertes si fascinantes, c'est que nombre de ces micro-organismes sont radicalement différents de tout ce que nous connaissons à la surface. Certains possèdent des métabolismes uniques
capables d'exploiter des sources d'énergie chimique plutôt que la lumière solaire. D'autres montrent des capacités d'adaptation génétique extraordinaires, développées sur des millions d'années d'isolement. Ces caractéristiques ouvrent des perspectives vertigineuses. Elles suggèrent que la vie peut exister dans des environnements que nous considérions auparavant comme stériles, sur Terre comme ailleurs dans l'univers. L'Antarctique est ainsi devenu un terrain d'étude privilégié pour l'astrobiologie, la science qui cherche à comprendre la vie au-delà de notre planète. Les conditions extrêmes qui y règnent sont similaires à celles que l'on pourrait rencontrer sur d'autres mondes: température glaciale, absence de lumière, isolement, pression élevée. Les scientifiques considèrent aujourd'hui les lacs subglaciaires comme des analogues des océans souterrains d'Europe, l'une des lunes de Jupiter, ou d'Encelade, lune de Saturne. Si la vie peut survivre dans les ténèbres de Vostok, elle pourrait très bien exister dans les profondeurs glacées de ces mondes lointains. Certains micro-organismes découverts en Antarctique défient même notre définition traditionnelle de la vie. Des virus géants, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années, ont été identifiés dans les carottes glaciaires. Des formes de vie microbienne semblent capables d'entrer dans des états de dormance prolongés, presque sans activité métabolique, attendant parfois des milliers d'années avant de se réactiver lorsque les conditions deviennent favorables. D'autres encore montrent des résistances inhabituelles aux radiations, aux cycles de gel et de dégel ou à l'absence prolongée de nutriments. Ces caractéristiques pourraient représenter des stratégies de survie universelles, valables bien au-delà de notre planète. Mais ces découvertes ne sont pas seulement fascinantes sur le plan scientifique. Elles ont aussi des implications profondes pour notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Certaines bactéries découvertes sous la glace présentent des lignées génétiques très anciennes, remontant à des époques où la planète était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Leur étude pourrait nous aider à reconstituer les premières étapes de l'évolution, voire à comprendre comment la vie a pu apparaître dans des conditions hostiles. En d'autres termes, l'Antarctique agit comme une capsule temporelle biologique, préservant des formes de vie qui pourraient ressembler à celles qui existaient il y a des milliards d'années. Cette dimension temporelle ouvre également une perspective fascinante sur les possibles origines de la vie elle-même. Certains scientifiques avancent l'idée que la vie pourrait avoir émergé dans des environnements extrêmes similaires, peut-être dans les profondeurs de l'océan, autour de sources hydrothermales ou sous la glace d'anciennes calottes polaires. Si cela est vrai, alors les micro-organismes de l'Antarctique ne sont pas seulement des reliques du passé, mais des témoins directs des conditions dans lesquelles la vie a pu naître. L'exploration de ces formes de vie pose toutefois des défis techniques et éthiques majeurs. L'accès aux lacs subglaciaires nécessite de percer plusieurs kilomètres de glace sans contaminer les écosystèmes isolés qu'ils abritent. Chaque prélèvement doit être effectué avec une extrême prudence pour éviter d'introduire des micro-organismes modernes susceptibles de perturber ces environnements restés intacts pendant des millions d'années. Les scientifiques se trouvent donc face à un dilemme. Comment explorer sans détruire? Comment observer sans altérer? Mais ce dilemme va plus loin. Si nous découvrions dans ces environnements des formes de vie radicalement différentes, aurions-nous le droit de les étudier, voire de les exploiter? Ces questions sont d'autant plus importantes que certaines de ces bactéries pourraient avoir des applications révolutionnaires. Leurs enzymes résistants au froid pourraient être utilisées dans l'industrie pharmaceutique ou alimentaire. Leurs capacités d'adaptation pourraient inspirer des biotechnologies inédites. Certaines pourraient même jouer un rôle dans la terraformation d'autres planètes en préparant des environnements hostiles à accueillir la vie. Cette perspective, autrefois réservée à la science-fiction, devient chaque jour plus plausible, car l'étude de la vie en Antarctique ne nous renseigne pas seulement sur ce qui est possible sur Terre, mais aussi sur ce qui pourrait l'être ailleurs. Si la vie existe dans des environnements aussi extrêmes ici-bas, elle pourrait exister sous la surface de Mars, dans les océans de lunes lointaines, ou dans des mondes que nous n'avons pas encore découverts. Chaque microbe trouvé sous la glace antarctique est ainsi un indice, peut-être une preuve, que la vie n'était pas une exception cosmique, mais une conséquence naturelle des lois de l'univers. Cependant, cette idée ouvre aussi la porte à une question vertigineuse. Et si la vie terrestre elle-même n'était pas née ici? Certains chercheurs avancent la théorie de la panspermie, selon laquelle la vie aurait été semée sur Terre par des comètes, des météorites ou des poussières interstellaires. Dans ce cas, les micro-organismes extrêmes de l'Antarctique pourraient en être des héritiers directs de ces ancêtres cosmiques
adapté à la survie dans l'espace et capable de résister à des voyages interplanétaires. Quelles que soient les réponses, une chose est certaine. Les formes de vie enfouies sous la glace ne sont pas de simples curiosités biologiques. Elles sont des clés. Elles ouvrent des portes sur notre passé, sur notre avenir et sur notre place dans l'univers. Elles nous rappellent en seul que la vie est tenace, inventive, presque indestructible, qu'elle trouve toujours un chemin même dans les ténèbres et le froid. Et si ces microbes sont les messagers d'un passé oublié, ils sont peut-être aussi les éclaireurs d'un futur que nous n'imaginons pas encore. Car la glace de l'Antarctique n'est pas seulement la mémoire du monde, elle pourrait bien être le miroir d'autres mondes. Et dans ce miroir, certains voient déjà les signes d'un avenir qui nous concerne tous. Un avenir où les changements climatiques que nous déclenchons réveilleront peut-être des forces anciennes, et où le passé enfermé dans la glace se lèvera pour nous avertir. C'est ce message silencieux, inscrit dans les archives de la Terre, que nous allons explorer maintenant, celui que le climat nous murmure depuis des millions d'années. Sous les couches épaisses de glace qui recouvrent l'Antarctique, le passé de notre planète est conservé comme dans un livre gelé. Chaque strate, chaque bulle d'air emprisonnée, chaque fragment de poussière tombé du ciel raconte une histoire une histoire de réchauffement et de refroidissement, d'extinction et de renaissance, d'équilibre fragile, rompu puis restauré. Mais plus qu'un simple récit, cette mémoire silencieuse agit comme un miroir tendu vers l'avenir. En l'étudiant, nous ne faisons pas seulement revivre les climats d'hier, nous apercevons aussi les possibles de demain. Et ce que ce miroir nous renvoie est à la fois fascinant et inquiétant. L'Antarctique est le plus grand dépôt d'archives climatiques de la Terre. Les carottes de glace extraites de son cœur contiennent des traces atmosphériques vieilles de centaines de milliers d'années. En analysant la composition des bulles d'air piégées dans ces glaces, les scientifiques peuvent reconstituer les variations de la concentration de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz à effet de serre au fil du temps. Ces données révèlent des cycles naturels, des périodes glaciaires s'étendant sur des dizaines de milliers d'années, suivies de périodes interglaciaires plus chaudes. Mais elles montrent aussi un fait plus troublant. Jamais, au cours des derniers 800 000 ans, les concentrations de gaz à effet de serre n'ont-elles été aussi élevées qu'aujourd'hui. Cette hausse vertigineuse est directement liée à l'activité humaine. Depuis la révolution industrielle, la combustion des énergies fossiles, la déforestation et l'agriculture intensive ont libéré dans l'atmosphère des quantités gigantesques de carbone piégées depuis des millions d'années. L'effet est désormais visible partout. Températures moyennes en hausse, fonte accélérée des glaciers, dérèglement des courants océaniques et atmosphériques. Mais c'est en Antarctique que les conséquences sont les plus spectaculaires, et les plus alarmantes. La calotte glaciaire de l'Antarctique, qui contient près de 70% de l'eau douce de la planète, fond aujourd'hui à un rythme sans précédent. Certaines zones perdent chaque année des centaines de milliards de tonnes de glace. Cette fonte contribue déjà à l'élévation du niveau des mers, mais elle pourrait à l'avenir provoquer des bouleversements d'une ampleur planétaire. Si la totalité de la calotte venait à disparaître, le niveau des océans monterait de plus de 60 mètres, redessinant la carte du monde. Bien que ce scénario extrême ne soit pas imminent, il n'est plus considéré comme impossible. Et certaines régions de l'Antarctique occidentale, comme la vaste plateforme de glace Thwaites, pourraient en s'effondrer bien plus tôt que prévu, déclenchant une réaction en chaîne incontrôlable. Ce qui rend cette perspective encore plus préoccupante, c'est l'existence de points de basculement climatique. Un point de basculement est un seuil au-delà duquel un changement devient irréversible, même si les causes initiales disparaissent. L'Antarctique en contient plusieurs. Par exemple, si une certaine portion de la calotte fond suffisamment, son poids ne suffira plus à retenir les glaciers en amont, qui s'écouleront alors vers la mer à un rythme exponentiel. Si l'eau de mer chaude s'infiltre sous les plateformes de glace flottantes, elle pourrait se désintégrer rapidement, accélérant encore la perte de masse glaciaire. Ces processus pourraient s'auto-alimenter, transformant des siècles de changements progressifs en décennies de bouleversements brutaux. Les archives glaciaires montrent que de tels effondrements ont déjà eu lieu dans le passé. Des périodes de réchauffement rapide, survenues il y a des centaines de milliers d'années, ont provoqué des montées soudaines du niveau des mers, parfois de plusieurs mètres, en seulement quelques décennies. Ces événements, bien que naturels, démontrent la vulnérabilité du système climatique terrestre. Ce que nous vivons aujourd'hui diffère toutefois par son rythme,
jamais les concentrations de gaz à effet de serre n'ont augmenté aussi rapidement. Nous sommes en train de comprimer en un siècle ce que la nature accomplissait autrefois en dizaines de millénaires. Mais la fonte des glaces n'est qu'une partie de l'histoire. L'Antarctique influence également le climat mondial de multiples manières. Ses vents puissants, ses courants océaniques froids et son albédo, la capacité de la glace à réfléchir la lumière solaire, jouent un rôle crucial dans la régulation thermique de la planète. À mesure que la glace fond, l'albédo diminue. La Terre absorbe plus de chaleur, ce qui accélère encore le réchauffement, dans une boucle de rétroaction inquiétante. De même, les changements dans la salinité des océans dus à l'afflux d'eau douce peuvent perturber les courants marins qui régulent les climats régionaux. Ces effets combinés ont déjà commencé à se manifester sous la forme de vagues de chaleur extrêmes, de sécheresses prolongées et d'événements météorologiques imprévisibles. Un autre avertissement nous parvient de la glace elle-même. Elle renferme des agents que nous avions oubliés. Dans certaines couches profondes, des virus et des bactéries préhistoriques sont piégés depuis des millénaires. Si ces couches venantes venaient à fondre, elles pourraient en être libérées avec des conséquences que nous ne pouvons qu'imaginer. Bien que le risque d'une pandémie issue de ces micro-organismes anciens soit encore théorique, il illustre à quel point nous jouons avec des forces que nous ne comprenons pas pleinement. Mais la leçon la plus puissante que l'Antarctique nous offre est peut-être celle de la résilience, ou plutôt de ses limites. La Terre a traversé des périodes de réchauffement bien plus intenses que celles que nous vivons aujourd'hui. Elle s'en est toujours remise, mais au prix de bouleversements colossaux. Continents remodelés, océans transformés, espèces anéanties. La vie dans son ensemble survit. Mais les civilisations humaines, elles, reposent sur un équilibre bien plus fragile. Notre agriculture dépend de cycles climatiques stables, nos villes sont construites au niveau de la mer, nos économies dépendent probablement de prévisions météorologiques prévisibles. Ce que la Terre peut supporter n'est pas nécessairement ce que nous pouvons supporter. Face à cette réalité, l'Antarctique n'est plus seulement un lieu d'études scientifiques, il devient un avertissement. Il nous dit que chaque tonne de carbone émise aujourd'hui prépare le monde de demain. Il nous montre que ce qui semble lointain, l'effondrement d'une plateforme de glace, la montée du niveau de la mer, le ralentissement d'un courant océanique, peut en réalité avoir des conséquences profondes sur notre quotidien. Il nous rappelle que le temps n'est pas de notre côté et que l'illusion de l'immuabilité climatique est l'un de nos plus grands dangers. Pourtant, dans ce tableau inquiétant, il y a aussi une note d'espoir. L'Antarctique nous enseigne que les systèmes naturels réagissent rapidement lorsque les pressions diminuent. Dans le passé, des périodes de refroidissement ont suivi des pics de réchauffement lorsque les concentrations de gaz à effet de serre ont baissé. Les plateformes de glace peuvent se reconstituer, les écosystèmes peuvent se réadapter. Mais cela suppose que nous agissions avant que les points de basculement ne soient franchis. Chaque année de retard réduit notre marge de manœuvre. Chaque demi-degré supplémentaire rapproche le système de son seuil critique. L'Antarctique est donc bien plus qu'un témoin du passé. Il est un prophète silencieux. Ces glaces racontent ce qui a été, mais elles murmurent aussi ce qui pourrait être. Dans leurs couches transparentes, nous lisons le récit d'un futur encore évitable, mais qui se rapproche inexorablement. Il ne s'agit pas seulement de protéger un continent lointain, mais de préserver les conditions mêmes qui permettent à notre civilisation de prospérer. Et pourtant, malgré l'urgence, l'Antarctique continue d'attirer les regards non seulement pour ce qu'il prédit, mais aussi pour ce qu'il recèle d'encore plus ancien, de plus vaste et de plus cosmique. Car au-delà de son rôle dans le climat terrestre, il est aussi un témoin de l'histoire du système solaire, un lieu où les traces d'événements venus de l'espace se sont imprimées dans la glace. Ce sont ces messages venus d'ailleurs tombés sur notre planète au fil des âges que nous allons maintenant explorer. À première vue, rien ne semble plus terrestre que l'Antarctique, une immensité blanche faite de glace, de roches et de vent. Et pourtant, ce continent isolé est aussi l'un des lieux les plus étroitement liés à l'histoire cosmique de notre planète. C'est là, dans cet espace gelé et silencieux, que les traces de l'univers viennent se déposer. C'est là que des morceaux d'astéroïdes, de comètes, voire d'autres planètes tombées sur Terre depuis des millions d'années ont été conservées presque intactes. C'est là, enfin, que la Terre a enregistré certains des impacts les plus puissants de son histoire, des événements qui ont façonné le destin de la vie elle-même.
L'Antarctique est une archive cosmique pour une raison simple. Ces conditions uniques permettent de préserver les vestiges venus du ciel mieux que n'importe quel autre endroit sur Terre. Dans la plupart des régions du monde, les météorites tombées sont rapidement altérées par l'érosion, recouvertes par la végétation ou enfouies sous les sédiments. En Antarctique, rien de tout cela ne se produit. Lorsqu'une météorite touche la surface glacée, elle s'enfonce légèrement, puis reste figée dans la glace, parfois pendant des centaines de milliers d'années. Avec le temps, les mouvements lents mais constants de la calotte glaciaire ramènent ces pierres vers la surface, où elles s'accumulent dans des zones spécifiques appelées champs de météorites. C'est ainsi que plus de la moitié des météorites connues aujourd'hui ont été découvertes en Antarctique. Ces fragments sont bien plus que de simples roches. Certains sont des témoins des origines du système solaire, âgé de plus de 4,5 milliards d'années. D'autres proviennent de la Lune ou de Mars, éjectés par des impacts puissants et ayant dérivé à travers l'espace avant d'atterrir sur notre planète. En les étudiant, les scientifiques ont pu reconstituer les premiers instants de la formation planétaire, comprendre la composition chimique de mondes lointains et même détecter des molécules organiques primitives, précurseurs potentiels de la vie. Chaque météorite est une capsule temporelle, un message venu d'ailleurs, porteur d'informations que nous ne pourrions obtenir d'aucune autre manière. Mais l'Antarctique ne se contente pas de collecter les fragments du cosmos, il porte aussi les cicatrices de ses rencontres les plus violentes avec lui. Sous ces glaces, les scientifiques ont identifié des structures circulaires gigantesques, vestiges probables d'impacts anciens. L'un des plus intrigants se trouve sous la terre de Wilkes, où des anomalies gravitationnelles et magnétiques suggèrent la présence d'un cratère d'environ 500 km de diamètre. Si cette hypothèse se confirme, il s'agirait de l'un des plus grands impacts de l'histoire terrestre, peut-être même celui qui aurait contribué à l'extinction massive de la fin du Permien, il y a environ 250 millions d'années. Cet événement aurait anéanti plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres, ouvrant la voie à l'émergence de nouvelles formes de vie. D'autres indices laissent penser que l'Antarctique a été le théâtre d'impacts plus récents, bien que tout aussi significatifs. Des couches de sédiments contenant des microsphérules, de minuscules billes de verre formées par la fusion de roches lors d'un choc violent, ont été découvertes dans certaines régions côtières. Leur composition isotopique suggère une origine extraterrestre, et leur datation correspond à des épisodes de changement climatique rapides. Cela renforce l'idée que les collisions avec des objets venus de l'espace ont joué un rôle bien plus important dans l'histoire climatique de la Terre que nous ne le pensions auparavant. Mais l'Antarctique n'est pas seulement un témoin passif des événements cosmiques. Il joue aussi un rôle actif dans notre quête de compréhension de l'univers. Sa pureté atmosphérique, son isolement et son absence quasi totale de pollution lumineuse en font un lieu idéal pour l'observation astronomique. Des observatoires y ont été installés pour scruter le fond diffus cosmologique, l'écho fossile du Big Bang. Dans ce silence absolu, des télescopes mesurent les infimes fluctuations de ce rayonnement, apportant des informations cruciales sur l'origine et l'évolution de l'univers. Plus fascinant encore, certaines recherches menées en Antarctique explorent les particules les plus insaisissables de l'univers, les neutrinos cosmiques. Ces particules, presque sans masse et voyageant à travers la matière comme si elles n'existaient pas, transportent des informations sur les phénomènes les plus énergétiques du cosmos, comme les explosions d'étoiles ou les collisions de trous noirs. En plaçant des détecteurs sous la glace antarctique, les scientifiques peuvent capter les rares interactions de ces particules avec la matière terrestre. Le projet IceCube, par exemple, utilise plus de 5000 capteurs enfouis dans 1 km³ de glace pour détecter les signaux ténus laissés par les neutrinos. Ces données permettent de sonder des régions de l'univers invisibles au télescope traditionnel. Cette interaction entre la glace et le cosmos dépasse la simple science. Elle touche à une question plus profonde, celle de notre place dans l'univers. L'Antarctique nous rappelle que la Terre n'est pas isolée. Elle est constamment bombardée, influencée, façonnée par des forces venues d'au-delà de notre atmosphère. Les impacts ont changé la trajectoire de l'évolution, introduit des éléments chimiques essentiels et peut-être même semé la vie elle-même. Certaines théories suggèrent que les premières molécules organiques sur Terre ont été apportées par des comètes et des astéroïdes. Et c'est dans les météorites antarctiques que nous trouvons les preuves les plus convaincantes de cette hypothèse. Mais ces vestiges cosmiques soulèvent aussi une autre question. Et si l'histoire de la Terre ne se résumait pas à ce que nous connaissons?
et si certaines de ces collisions avaient eu des effets plus profonds que ceux que nous avons imaginés. Certaines théories suggèrent que des impacts anciens pourraient avoir provoqué des déplacements de l'axe de rotation terrestre, modifié les champs magnétiques ou même contribué à des réorganisations tectoniques majeures. Si tel sera le cas, alors la glace antarctique est bien plus qu'un simple enregistreur. Elle est le témoin de forces cosmiques qui ont façonné notre monde à des échelles que nous avons à peine commencé à comprendre. L'Antarctique, en tant que témoin céleste, agit ainsi comme un pont entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Dans une seule carotte de glace, on peut on peut trouver à la fois les traces d'une éruption volcanique locale et les poussières d'une panne d'une supernova lointaine. Dans une seule météorite, on peut lire l'histoire d'un astéroïde ayant circulé dans l'espace pendant des milliards d'années avant de tomber ici, sur ce sol gelé. Chaque fragment, chaque particule, chaque trace nous rappelle que notre planète est intimement liée à l'univers dont elle est issue. Et pourtant, même cette perspective cosmique ne suffit pas à révéler toute la signification de l'Antarctique, car ce continent, si profondément lié à l'histoire de la Terre et du cosmos, est aussi au cœur d'une tension très terrestre, celle des intérêts humains. Derrière les recherches scientifiques et les découvertes fascinantes se cache un enjeu politique colossal. Depuis plus d'un demi-siècle, les nations se disputent l'accès, la présence et l'influence sur ce territoire. Et cette lutte, bien qu'en grande partie silencieuse, façonne déjà l'avenir du continent. C'est à cette dimension méconnue, celle de la politique, des traités et des frontières invisibles, que nous allons maintenant nous intéresser. L'Antarctique est un paradoxe. C'est à la fois la terre la plus éloignée, la plus inhospitalière et la plus vide du monde. Et pourtant, c'est aussi l'un des lieux les plus réglementés, les plus surveillés et les plus jalousement protégés de la planète. Alors que d'immenses territoires panterrestres sont soumis à la loi de la conquête, de la possession ou de l'exploitation, ce continent-là échappe à toutes ces logiques. Aucun drapeau n'y flotte officiellement, aucune armée n'y défile, aucune industrie n'y creuse le sol. Ici, la souveraineté humaine est suspendue, comme figée dans le froid éternel. Mais cet état de neutralité n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une volonté politique mondiale sans précédent, celle d'empêcher que l'Antarctique ne devienne un champ de bataille, une mine géante ou un laboratoire incontrôlé. Tout commence à la fin des années 1950, dans le contexte tendu de la guerre froide. L'Antarctique, jusque-là perçue comme une curiosité géographique, commence à susciter l'intérêt des grandes puissances. Les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France, l'Australie, la Norvège et plusieurs autres nations y ont établi des stations scientifiques et commencent à revendiquer des portions du territoire. Les tensions montent. 7 pays déposent officiellement des revendications territoriales, se chevauchant parfois les unes les autres. L'ombre de la militarisation plane. C'est alors qu'une idée révolutionnaire émerge, créer un traité international qui placerait l'Antarctique hors du jeu politique traditionnel, le transformant en un bien commun de l'humanité. Le 1er décembre 1959, 12 pays signent le traité sur l'Antarctique à Washington. Il entre en vigueur en 1961, établissant un cadre juridique inédit dans l'histoire mondiale. Ses principes fondateurs sont simples mais radicaux. D'abord, le continent est réservé à des fins exclusivement pacifiques. Toute activité militaire, tout test d'armes, toute installation de base militaire sont strictement interdits. Ensuite, la liberté de recherche scientifique est garantie. Les stations doivent coopérer, partager leurs données et permettre l'inspection mutuelle. Enfin, toutes les revendications territoriales sont gelées, elles ne sont ni reconnues ni annulées, mais suspendues pour une durée indéterminée. Ce traité fait de l'Antarctique un espace à part, ni colonisé, ni souverain, ni abandonné. Ce cadre exceptionnel a permis d'éviter des conflits qui semblèrent inévitables. Alors que la course à l'espace battait son plein et que la planète était divisée par des blocs idéologiques opposés, l'Antarctique est devenu un rare exemple de coopération internationale. Les États-Unis et l'Union soviétique, pourtant rivaux acharnés, y ont mené des recherches côte à côte. Des scientifiques du monde entier ont collaboré pour étudier le climat, la géologie, la biologie, sans considération de nationalité. Le traité a ainsi transformé le continent en un immense laboratoire mondial, un lieu où la science prime sur la politique. Mais cette neutralité n'a pas éliminé toutes les tensions. Au fil des décennies, de nouveaux pays ont rejoint le traité, portant leur nombre à plus de 50. Certains, comme la Chine ou l'Inde, n'avaient pas de revendications historiques, mais ont établi des bases pour accroître leur influence.
Les revendications territoriales d'avant 1959 demeurent en suspens, prêtes à être réactivées si le traité venait à être modifié ou annulé. Dans certaines zones, notamment en Antarctique orientale, plusieurs revendications se superposent encore aujourd'hui, témoignant des intérêts persistants sous la surface glacée. La question des ressources naturelles est celle qui menace le plus cet équilibre fragile. Dès les années 1970, certains pays ont commencé à plaider pour l'ouverture de l'Antarctique à l'exploitation minière. Une première tentative de réglementation a été faite en 1988 avec la signature d'une convention autorisant l'extraction sous certaines conditions. Mais cette initiative a suscité une forte opposition de la communauté scientifique et de l'opinion publique. En réponse, un nouveau texte, le protocole de Madrid, a été adopté en 1991. Entré en vigueur en 1998, il interdit toute activité minière sauf à des fins scientifiques. Ce protocole est considéré comme l'un des instruments environnementaux les plus importants jamais signés. Pourtant, cette protection n'est pas absolue. Le protocole de Madrid prévoit une révision possible 50 ans après son entrée en vigueur, soit en 2048. À cette date, les États signataires pourront décider de le prolonger, de le modifier ou même de l'abroger. Ce compte à rebours, discret mais bien réel, alimente déjà les spéculations. Les enjeux économiques et géopolitiques liés aux ressources antarctiques, combinés aux pressions d'un monde en quête de nouvelles matières premières, pourraient pousser certains États à remettre en question l'interdiction actuelle. En attendant cette échéance, les signataires continuent de renforcer le cadre juridique et de mettre en place des mécanismes de coopération. Le système du traité sur l'Antarctique inclut aujourd'hui plusieurs accords complémentaires sur la protection des espèces marines, sur la prévention de la pollution, sur la gestion des déchets et sur la régulation du tourisme. Car oui, même le tourisme antarctique, limité mais en croissance, est désormais encadré pour éviter des impacts irréversibles sur l'écosystème. Chaque détail de la quantité de carburant utilisé au déplacement autorisé des visiteurs est strictement réglementé. Cependant, derrière cette façade de coopération, les rivalités persistent. La Chine, par exemple, construit des stations de plus en plus sophistiquées, parfois situées dans des zones stratégiques. La Russie mène des recherches géologiques susceptibles d'avoir des applications minières futures. Les États-Unis et leurs alliés investissent dans des technologies de surveillance satellitaire pour cartographier les ressources sous-glaciaires. Tous affirment agir dans le respect du traité, mais tous se préparent à un avenir où ces règles pourraient changer. L'Antarctique, loin d'être un simple espace de paix, est devenu un plateau d'échecs mondial où chaque pion avance lentement mais sûrement. La protection du continent ne concerne pas seulement ses ressources, elle touche aussi à des enjeux environnementaux planétaires. L'Antarctique joue un rôle crucial dans l'équilibre climatique, la régulation des océans et la biodiversité mondiale. Sa perturbation aurait des conséquences qu'on ne sait qui dépasseraient largement ses frontières. C'est pourquoi de nombreuses voix appellent à inscrire l'Antarctique dans une catégorie juridique encore plus forte, celle de patrimoine commun de l'humanité, au même titre que les fonds marins internationaux ou l'espace extra-atmosphérique. Cette approche viserait à soustraire définitivement le continent aux ambitions nationales, en le plaçant sous une gouvernance collective. Mais cette idée se heurte à la réalité des intérêts. Les puissances ne sont pas prêtes à renoncer à leur influence et chacune cherche à façonner les règles futures à son avantage. Dans les coulisses des réunions diplomatiques, des alliances se forment, des stratégies s'élaborent, des concessions se négocient. L'équilibre actuel, bien que stable en apparence, repose sur un consensus fragile. Il suffirait d'un événement majeur, une découverte de ressources exceptionnelles, une crise énergétique mondiale ou une rivalité géopolitique exacerbée pour remettre en question l'édifice juridique bâti depuis plus de 60 ans. Il existe enfin un aspect plus subtil de cette protection, celui des zones interdites. Certaines régions de l'Antarctique sont inaccessibles, non pas à cause des conditions naturelles, mais par décision politique ou scientifique. Des zones protégées intégrales ont été créées pour préserver des écosystèmes uniques ou des archives climatiques intactes. L'accès y est strictement limité, parfois à une poignée de chercheurs triés sur le volet. D'autres zones sont restées fermées pour des raisons moins claires, alimentant les spéculations sur ce qu'elles pourraient contenir. Officiellement, il s'agit de protéger des environnements fragiles. Officieusement, certains y voient des secrets que l'on préfère ne pas divulguer. Quelles que soient les motivations, ces zones interdites rappellent que l'Antarctique n'est pas seulement un espace de découverte, mais aussi de contrôle.
Chaque porte fermée, chaque carte non publiée, chaque ligne du traité témoigne de la tension entre deux visions du monde, celle d'un continent sanctuarisé, protégé pour le bien commun, et celle d'un territoire convoité, prêt à être exploité dès que les circonstances le permettront. Le futur de l'Antarctique dépendra de l'issue de cette tension. Soit l'humanité parvient à préserver ce dernier bastion de paix et de science, soit elle le soumettra aux mêmes logiques de profit et de pouvoir qui ont façonné le reste du globe. Mais même si ce choix devait un jour être fait, il resterait une dernière question, plus troublante encore, qui plane sur l'histoire de ce continent. Et si certains secrets de l'Antarctique n'étaient pas destinés à être révélés? Et si, au fond, il existait des vérités que l'humanité ne devrait peut-être jamais connaître? C'est vers cette interrogation ultime, celle qui dépasse la science et la politique, que notre voyage se dirigera pour conclure. Il existe dans l'histoire de l'exploration humaine un moment où la quête de savoir se heurte à un mur invisible. C'est l'instant où la curiosité cesse d'être une lumière qui éclaire et devient une flamme qui brûle. L'Antarctique, plus que tout autre lieu sur Terre, incarne ce seuil fragile. Nous avons foré ses glaces, sondé ses profondeurs, scruté ses anomalies, cartographié ses reliefs, étudié ses archives. Et pourtant, plus nous avançons, plus nous avons le sentiment de frôler quelque chose qui dépasse notre compréhension, une vérité qui semble se dérober comme si elle n'était pas destinée à être pleinement révélée. Peut-être parce que certaines connaissances portent en elles un poids trop lourd pour l'esprit humain. Peut-être aussi parce que, dans ce continent figé, le mystère lui-même est une forme de protection. L'Antarctique n'est pas seulement un lieu d'énigmes géologiques, climatiques ou biologiques. Il est aussi une frontière philosophique. Chaque question que nous y posons en engendre une autre, plus complexe, plus vertigineuse. Pourquoi ce continent a-t-il été si longtemps dissimulé aux civilisations humaines? Pourquoi tant d'anomalies s'y concentrent-elles? Pourquoi certaines zones demeurent-elles interdites, inaccessibles, voire effacées des cartes? Ces interrogations, souvent reléguées au rang de spéculation, n'en demeurent pas moins fascinantes. Elles révèlent une idée sous-jacente, presque dérangeante, et si l'Antarctique était plus qu'un simple fragment de planète? Et s'il représentait une clé ou une barrière dans l'histoire profonde de la Terre? Certains chercheurs, parmi les plus audacieux, ont avancé l'hypothèse que des événements majeurs de l'histoire terrestre ont leur origine dans ce continent silencieux. Des extinctions massives, des inversions du champ magnétique, des déplacements de l'axe terrestre, voire des épisodes d'expansion biologique rapide pourraient, selon eux, être liés à des phénomènes enfouis sous la glace. Il n'existe pour l'instant aucune preuve définitive pour appuyer ces théories. Pourtant, les indices s'accumulent. Anomalies gravitationnelles inexpliquées, structures circulaires gigantesques, signaux d'origine inconnue et données magnétiques difficiles à interpréter. Toutes que ces observations suggèrent qu'il se passe là-bas quelque chose que nous ne comprenons pas encore, quelque chose qui échappe à la logique linéaire de notre histoire. Mais il existe une autre possibilité, plus troublante encore, que certaines réponses existent bel et bien, mais qu'elles soient volontairement tenues, à l'écart du regard public. L'Antarctique est l'un des endroits les plus réglementés de la planète, et certaines zones sont interdites d'accès même aux chercheurs les plus qualifiés. Officiellement, il s'agit de protéger des écosystèmes fragiles ou des archives climatiques précieuses. Officieusement, nul ne sait vraiment ce qui s'y trouve. Des images satellitaires floutées, des données classifiées, des rapports jamais publiés alimentent les soupçons. Si certains secrets sont gardés, est-ce pour préserver la science ou pour préserver l'humanité de ce qu'elle pourrait découvrir? Ce questionnement touche à une notion plus vaste, celle des limites de notre curiosité. L'histoire humaine regorge d'exemples où la connaissance, une fois acquise, a changé le monde d'une manière irréversible, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. L'énergie atomique, la manipulation génétique, l'intelligence artificielle, chacune de ces découvertes a ouvert des portes que nous ne pouvions plus refermer. L'Antarctique pourrait bien receler une autre de ces portes, et il n'est pas certain que nous soyons prêts à franchir son seuil. Car la vérité est que ce continent n'est pas seulement une archive du passé, il est peut-être aussi un avertissement pour l'avenir. Chaque couche de glace raconte une histoire de transformation brutale, chaque sédiment témoigne d'une adaptation ou d'une extinction. L'Antarctique nous rappelle que la Terre n'a jamais été stable, que ses équilibres les plus fondamentaux peuvent en basculer en un instant. Et dans ce rappel se cache une leçon essentielle. Nous ne contrôlons pas vraiment ce monde. Nous l'habitons, nous l'explorons, mais nous n'en sommes pas les maîtres.
Cette idée prend une dimension encore plus vertigineuse lorsque l'on considère les implications cosmiques. Certaines météorites découvertes dans la glace contiennent des molécules organiques donc complexes, peut-être issues d'ailleurs. Certains signaux enregistrés dans l'atmosphère antarctique semblent défier nos modèles physiques. Certaines structures enfouies dedans ça ne ressemblent à rien de connu. Toutes ces énigmes, prises séparément, peuvent être s'expliquer. Mais ensemble, elles dessinent un tableau troublant, celui d'un continent qui pourrait être le point de convergence entre la Terre et quelque chose de plus vaste, une interface entre notre monde et un autre niveau de réalité. Peut-être que nous n'avons pas encore les outils conceptuels pour comprendre ce que nous observons. Peut-être que notre science, aussi avancée soit-elle, est encore trop jeune pour appréhender certaines vérités fondamentales. Après tout, il y a à peine quelques siècles, l'idée même que la Terre tourne autour du Soleil était considérée comme hérétique. Ce qui nous semble aujourd'hui impensable pourrait demain devenir évident. Et si l'Antarctique contient des réponses à des questions que nous ne savons même pas poser, il est possible que notre ignorance actuelle soit une forme de protection. Il est aussi possible que le mystère lui-même soit une partie de l'équilibre. Peut-être que l'Antarctique doit rester en partie inconnu, que son silence doit demeurer intact. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, certaines vérités ne doivent pas être cherchées, non par peur mais par sagesse. Elles appartiennent à un ordre qui dépasse l'humain. Peut-être en est-il de même pour certaines réalités enfouies sous la glace. Les déterrer pourraient bouleverser non seulement notre science, mais aussi notre perception de nous-mêmes, de notre place dans l'univers et du sens même de notre existence. Cela ne signifie pas que nous devions renoncer à explorer. Au contraire, la quête de savoir est l'un des moteurs les plus nobles de l'esprit humain, mais elle doit s'accompagner d'humilité. L'Antarctique nous enseigne que la connaissance n'est pas un droit, mais une responsabilité. Chaque découverte y est un rappel que nous ne faisons que commencer à comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Et parfois, les questions les plus importantes ne sont pas celles auxquelles nous trouvons des réponses, mais celles qui demeurent des sans réponse. Alors, que se passerait-il si, un jour, la glace fondait entièrement et révélait tout ce qu'elle cache ? Peut-être découvririons-nous des vestiges d'anciens continents, des traces d'une vie disparue, ou les empreintes d'une intelligence inconnue. Peut-être trouverions-nous simplement des roches et des sédiments, témoins d'une histoire purement terrestre. Ou peut-être que ce que nous trouverions dépasserait de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Dans tous les cas, le véritable secret de l'Antarctique n'est peut-être pas ce qui se cache sous sa surface, mais ce qu'il réveille en nous, une conscience aiguë de nos limites, de notre fragilité et de l'immensité du mystère qui nous entoure. Ce continent est un miroir qui reflète notre soif de savoir et notre peur de l'inconnu. Il est un rappel que l'univers ne nous doit pas ses secrets, et que certains d'entre eux ne se livreront peut-être jamais. Ainsi s'achève notre voyage au cœur du continent oublié. Nous avons traversé ses glaces, sondé ses profondeurs, exploré ses mythes et interrogé ses silences. Et pourtant, malgré tout ce que nous avons appris, l'Antarctique demeure insaisissable. Il garde pour lui l'essentiel, comme s'il voulait nous dire que certaines réponses ne se trouvent pas dans la glace ni dans les instruments, mais dans notre capacité à accepter l'inconnu. Peut-être est-ce là sa plus grande leçon, nous rappeler que l'univers est plus vaste, plus ancien, plus mystérieux que nous, et que notre quête ne fait que commencer.